Le corps a besoin d'être stressé. Un stresseur, c'est quelque chose qui stimule une mise en mouvement. Et s'il n'y avait pas de stresseur, il n'y aurait pas de mise en mouvement. S'il n'y avait pas de mise en mouvement, il n'y aurait pas de vie. Qu'est-ce qu'on maîtrise en fait? On maîtrise notre adaptation à se mettre en mouvement. Mais qui dit mouvement, dit énergie. Donc si t'as pas l'énergie, t'as pas le mouvement. Donc effectivement, la gestion des ressources physio, pour moi, c'est un point vraiment essentiel. Salut Guillaume. Salut Nico. Je suis content de te retrouver sur Limitless. Ça doit faire 3 ans, 4 ans qu'on a enregistré ensemble le premier épisode. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait 2-3, ouais, c'est ça, 3-4, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un vrai bonheur et beaucoup de plaisir à revenir aujourd'hui et de se retrouver. Maintenant, j'ai une petite question pour commencer ces podcasts où je te demande quelle est ta routine matinale pour maximiser ton énergie et l'expression de ton potentiel tout au long de la journée. Ma routine matinale, elle est hyper rapide, ma routine matinale. Alors, c'est pas le bonjour parce que je suis parti sans, à mon grand désarroi, ce matin, parce que j'avais mis ma bague Waring en charge. Et je voulais pour qu'elle soit chargée là en partant et en venant te rejoindre. Et je l'ai oublié à Bordeaux. Donc, grosse angoisse. Je me sens nu sans ma bague. Mais en gros, ma routine matinale, elle est très rapide puisque ça va consister à regarder, dès que je me lève, déjà mes métriques de la nuit. Et en fonction des métriques que j'ai pendant la nuit, ça va conditionner ce que je vais faire dans la journée. Donc, c'est pas vraiment une routine stéréotypée que je vais faire tous les matins. C'est le réflexe de voir ce que je vais devoir faire dans la journée pour perfectionner effectivement mes ressources physio. Ok, parce qu'une grosse partie de ton travail est liée à la maîtrise de soi, la maîtrise de ses propres processus décisionnels. Et ça, c'est sous-tendu par nos ressources physiologiques, la gestion de nos ressources physiologiques. Ouais. Donc, la bague te permet d'avoir un feedback de ce qui se passe dans ton corps, notamment par le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque qui donne un état de forme, de gestion et d'équilibre de ton système nerveux. Donc, comment est-ce que tu utilises ces données pour optimiser tes ressources physiologiques? Alors, effectivement, pour pouvoir être entré en maîtrise de soi, qu'est-ce qu'on maîtrise en fait? On maîtrise notre adaptation à se mettre en mouvement. Mais qui dit mouvement, dit énergie. Donc, si tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le mouvement, ou alors tu as un mouvement qui est mal maîtrisé. Donc, effectivement, la gestion des ressources physio, pour moi, c'est un point essentiel. Qu'est-ce que je vais faire? Effectivement, un des métriques que je vais regarder le matin, c'est la VFC, variabilité de la fréquence cardiaque. Ça nous permet effectivement de mesurer l'allostasie. L'allostasie, c'est la faculté qu'a notre corps à récupérer, à régénérer l'énergie qu'il a dépensée dans la mise en mouvement. Si cette VFC est pas bonne, je vais essayer d'aller regarder les causes. Et une des premières choses que je vais regarder dans les causes, c'est la qualité de sommeil. Et dans la qualité de sommeil, je vais vérifier si j'ai bien eu du sommeil. On a un sommeil en fait qui est asymétrique. Faut pas imaginer que, tout le monde le sait, on a des cycles, mais tous les cycles ne se ressemblent pas. La première moitié de nuit, on va plutôt aller chercher des phases de sommeil profond. Et la deuxième moitié de nuit, on va plutôt aller chercher le sommeil paradoxal. Le sommeil profond permet de récupérer, c'est la récupération cellulaire, physio. Et le sommeil paradoxal, schématiquement, ça va être plus de la récupération du système nerveux. Donc déjà, je vais vérifier si ma nuit est bien équilibrée. Et si elle n'est pas bien équilibrée, je vais essayer de trouver la cause. Une des causes potentielles, c'est, on va le voir par la mesure de la fréquence cardiaque cette fois-ci. Pas la variabilité, mais la fréquence cardiaque. Est-ce que ma fréquence cardiaque a chuté rapidement après l'endormissement? Ou est-ce qu'au contraire, elle a eu une progression descendante longue? Auquel cas, ça montre que dans la journée précédente, j'ai accumulé trop de noradrénaline, trop de cortisol. Donc je vais réfléchir à la veille, qu'est-ce qui a amené à produire trop de noradrénaline, trop de cortisol? Pour vérifier comment est-ce que je peux le réduire ce jour-là, le jour où je me lève. Tu vois, je vais vraiment essayer de décomposer et de trouver les déclencheurs pas à pas de ce qui a été déstabilisé. Si jamais, effectivement, par exemple, on va prendre le cas de la fréquence cardiaque, par exemple, qui serait descendue, donc mauvaise qualité de sommeil, fréquence cardiaque qui a mis du temps à descendre, je vais faire une activité physique qui va aller libérer des endorphines. Donc, je vais avoir tendance à aller chercher un sport de fond, mais à un niveau d'intensité où il va falloir que je revienne avec des courbatures. Parce que les courbatures vont amener le corps à produire des endorphines, l'endorphine à calmer le système nerveux, et donc, de fait, avoir une allostasie, donc une capacité de récupération plus importante. Si à l'inverse, je vois que ma courbe était bonne, je vais aller chercher peut-être des sports un peu plus explosifs, des choses un peu plus explosives, ou tout simplement un travail sur la respiration si j'ai fait du sport la veille. Donc tu vois, j'ai vraiment une gestion des ressources physio qui va être faite au cas par cas chaque jour. Je ne te parle pas bien évidemment de l'alimentation, l'hydratation, la respiration, etc. qui vont venir jouer avec. C'est marrant que tu ailles faire de l'endurance justement pour évacuer ton stress. Moi, j'aime bien aussi, tu vois, en fin de journée, aller faire, donc quand je dis en fin de journée, pas trop tard quand même, mais par exemple vers 16h30, 17h, aller faire une séance de sport parce que j'ai l'impression que j'ai accumulé beaucoup de fatigue cognitive, de fatigue décisionnelle, mais par contre, mon corps n'est pas fatigué. Donc,
j'ai peut-être pas très envie d'aller faire du sport parce que je me sens fatigué, mais en réalité, c'est vraiment une fatigue mentale. Et le fait d'aller faire du sport va me réénergiser d'une certaine façon, mais surtout me permettre de libérer tout ce stress généré pendant la journée. Et quand je parle de stress, c'est pas que du stress négatif. Ah ouais. Parfois, être passionné par un sujet, en fait, c'est une forme de stress, c'est une forme d'intensité en réalité. Cette intensité, elle, comme tu l'as dit, sécrète des hormones qui sont là pour nous mettre en mouvement. Mais elles ont besoin aussi, c'est de l'énergie latente qui a besoin d'être tournée et évacuée vers l'extérieur, sans quoi elle se retourne contre nous et quelque part, elle fonde cette espèce d'inflammation chronique. Et pour autant, si je fais je vois les jours où je fais des longs trails, si je cours 80 km sur la journée, par exemple, je pense que l'accumulation de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline est supérieure à la production d'endorphines calmantes, ce qui fait que il va me falloir plusieurs heures après pour redescendre. Et donc, si je regarde cette fameuse courbe de ma fréquence cardiaque, à 1h ou 2h du matin, je serai toujours à 70 battements par minute, alors que normalement, à cette heure-là, je suis à 33, tu vois. Et je dors très mal, tu vois. Mais parce que toi, tu es un fou. Tu cours 80 bornes. Moi, je cours 80 bornes, je finis à l'hosto, si tu veux. Donc, non, ouais, c'est ça. Mais en fait, tu as amené deux notions qui sont hyper importantes là-dedans. C'est que un stress va amener à produire notamment, on va faire simple, du cortisol. Et le cortisol, ça va nous permettre de libérer les glycogènes. Et donc, ces glycogènes sont de l'énergie disponible. Et on doit la brûler, cette énergie. Donc, en fonction de la situation, soit je vais aller chercher plutôt quelque chose de très explosif, mais des fois, ça peut être des trucs rapides. Moi, j'habite au 2e étage, plus une cave. Donc, il doit y avoir à peu près, à vue de nez, il doit y avoir une 30aine ou une 40aine de marches. Je vais m'amuser à descendre, à remonter 3 ou 4 fois d'affilée le plus vite possible, et juste pour brûler cette énergie-là qui est en trop, qui non, finit par nous bouffer le cerveau, et qui, du coup, ne sera pas productif. Donc, si tu veux, ça va vraiment dépendre des situations. Moi, je sais que je préfère les sports d'endurance. Alors, je vais pas les pousser à l'extrême, qui risque justement de m'amener à produire trop de cortisol, mais je vais le développer pour, encore une fois, aller chercher tout ce qui est micro-lésions articulaires, tout ce qui va être musculaire, etc., pour justement faire en sorte qu'il y ait une production d'endorphine dans le temps. C'est ça que je vais aller chercher à ce moment-là. Tu as posé un autre point hyper important, le stress. Il y a un stresseur. Alors on dit qu'il y a du bon et du mauvais stress. Quand on va parler de bon ou mauvais stress, généralement, on va faire la différence entre un stresseur, c'est quelque chose qui va stimuler l'organisme. Et s'il le stimule plus que l'on est capable de pouvoir récupérer, alors on rentre dans le mauvais stress. Mais avant, un stress, c'est bon. Et même le corps a besoin d'être stressé. C'est-à-dire qu'un stresseur, c'est quelque chose qui stimule une mise en mouvement, qui crée une nécessité d'adaptation. Et s'il n'y avait pas de stresseur, il n'y aurait pas de mise en mouvement. S'il n'y avait pas de mise en mouvement, il n'y aurait pas de vie. Donc le stress en lui-même est bon. C'est l'intensité de stress qui va déterminer si on est dans le bon stress ou le mauvais stress. Mais par exemple, quelqu'un qui vient de gagner au loto, je te confirme qu'il est stressé à mort. Il a un stress de fou à ce moment-là. Donc on voit que le stress, c'est pas forcément quelque chose d'aversif. Et ça, c'est vraiment important de faire la différence. Et ça peut être d'ailleurs une des causes de burn-out, où les gens s'éclatent tellement dans ce qu'ils font, donc ils sont stressés à mort parce qu'ils s'éclatent. En fait, il y a plein de stimulations positives, et donc tu es dans un état hyper positif. Oui, sauf que l'organisme, petit à petit, il s'épuise. Et il va tellement s'épuiser qu'au bout d'un moment, le cerveau, après avoir lancé X alertes préalables, pour garantir notre survie, il stoppe l'approvisionnement net en cortisol, et donc, bouf, on s'effondre. Donc ça, le stress, c'est quelque chose de très très bon. Par contre, il faut doser en fonction de la capacité de récupération. Tu sais, quand tu es au début d'une boîte, tu as un nouveau projet, etc., tu as un petit peu cette flamme de l'entrepreneur. Et c'est une puissance, une énergie qui est absolument dingue. C'est incroyable et elle est absolument nécessaire parce que j'aime bien cette image de l'avion, tu vois. Au début, tu es assis sur ton siège, le pilote met les moteurs à fond, mais l'avion ne bouge pas d'un poil. Mais tu sens tout qui vibre, tu vois. Puis après, il lâche les freins. Et là, tu sens que l'avion, il commence à avancer, mais il a du mal. C'est dur. Il doit vraiment utiliser beaucoup d'énergie pour bouger ces 300 tonnes et le faire avancer sur le bitume. Et puis, plus il va prendre de la vitesse, plus l'inertie va être importante, plus les forces de friction diminuent, jusqu'à un moment gagner en fluidité, s'arracher du sol. Et une fois qu'il est en l'air, il y a presque plus de force de friction, ce qui fait qu'il pourrait même éteindre les moteurs et planer sur plusieurs kilomètres. Et donc, sans cette énergie folle que tu as au départ d'une boîte, tu peux pas take off, tu peux pas décoller. Donc, c'est hyper important. Et en même temps, c'est enthousiaste, ça te fait du bien, etc. C'est excitant, c'est super comme état. Tu vois, c'est un état de grâce, un peu comme un flow chez les sportifs.
Et pour autant, comme tu le dis, c'est taxant pour l'organisme. Donc, tu produis quand même beaucoup de cortisol. Le cortisol, il a mauvaise presse. Il est vu comme l'hormone du stress. En fait, c'est plutôt l'hormone de l'adaptation, l'hormone de la mise en mouvement. Elle est absolument essentielle. Mais effectivement, si tu as une production constante de cortisol, eh bien, il y a un problème d'équilibre. Alors, je sais que tu es dans une phase particulièrement active et intense dans ta vie, Guillaume. Comment est-ce que tu, dans ce contexte-là, rétablis l'équilibre ? En fait, c'est des jeux de dosage. Il faut essayer de le regarder. J'ai une vision très, très, très micro chaque jour quand je me lève. Mais il y a des situations, il y a des passages de vie où on ne peut pas être en permanence à l'équilibre parfait. Heureusement, on est bien doté au niveau de l'organisme. Et si on sait s'écouter, on est capable d'aller chercher un peu une marge de flexibilité. Là, effectivement, avec toutes les actualités qu'on a eues en septembre, en octobre, la sortie du bouquin, toutes les conférences, les dédicaces. Je l'ai là. Yes. et ben justement, avec tout ça, je suis énormément en déplacement, énormément en sortie, donc moins de capacité à pouvoir optimiser la récupération. Toujours est-il, c'est du court terme. Ça doit rester du court terme. Sur quelques semaines, le corps arrive quand même à peu près à encaisser. Alors, quand tu as l'habitude d'être bien optimisé, tu sens quand même bien la différence. Mais ton corps a quand même cette flexibilité d'adaptation. Par contre, attention, d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je relâche sérieusement la pression pour laisser le temps au corps de bien se rééquilibrer, de bien tout récupérer, avant de remettre un coup d'accélérateur un peu plus tard, quoi. Donc, je vois vraiment ça en 2 temps. Il y a la vision très micro de chaque jour et puis une vision plus macro sur l'échelle de quelques semaines. Ce qui est paradoxal, c'est que justement, dans ces phases extrêmement intenses, généralement, tu manques de temps. C'est bien pour ça qu'elles sont intenses. Et donc, toutes les actions que tu pourrais mettre en œuvre, justement, les petites routines de méditation, de respiration, de sport, de qualité alimentaire ou de qualité de sommeil, qui devraient te permettre de soutenir cette intensité, eh bien, ça te semble être des investissements dans lesquels tu n'as pas suffisamment de temps à dédier. Donc, c'est presque une opposition. Est-ce que toi, tu arrives à hacker, entre guillemets, ton fonctionnement naturel, ta propension à te dire, bah non, aujourd'hui, j'ai clairement pas le temps de méditer 1 heure, alors que précisément, c'est peut-être cet investissement-là qui te permettrait d'exprimer ton plein potentiel et d'être pleinement présent dans le podcast qu'on va enregistrer ensemble. En fait, il y a plusieurs choses, d'ailleurs, on en parlait tous les deux. Il y a le fait déjà que certaines choses soient immuables. C'est-à-dire que c'est quand les gens me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps de recharger mon téléphone portable parce que je m'en sers. » Ah, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Tu pourras plus rien faire du tout. Donc, il y a quand même un minimum, entre guillemets, qui doit rester immuable. Par exemple, moi, tu ne m'enlèveras jamais ma méditation. J'ai besoin d'1 heure de méditation quotidienne. Si j'ai pas cette heure-là, j'explose. Donc ça, je vais avoir tendance à le faire. C'est peut-être pas la meilleure période, mais j'ai tendance à le faire au moment du coucher, où je vais me poser une bonne heure, respiration, méditation. Et ça va me permettre d'ailleurs d'aborder ensuite la nuit en une qualité de sommeil plus pérenne. Donc ça, j'ai pas l'impression de sacrifier 1 heure de sommeil. Même si je dois dormir que 4 heures, je ferai quand même 1 heure de méditation pour que les 3 heures qui restent soient les plus optimales possibles. Et puis de toute façon, je te dis, je tiendrais pas si je faisais pas ça. Les séquences de sport, j'en fais quoi qu'il arrive. J'ai un petit programme de sport qui dure à peu près 20-25 minutes max, que je peux faire n'importe où, n'importe quand. J'ai juste besoin d'1 mètre de large sur 2 mètres de long, 2 mètres 50 de long. En fait, j'ai fait ce programme-là et je l'ai dessiné dans une chambre d'hôtel. Tu sais, tu as toujours un espace entre le mur et le lit. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'ai un programme qui puisse tenir là-dedans, relativement explosif sur 20-25 minutes, que je sorte lessivé, mais au moins je peux le déclencher quoi qu'il arrive. Donc, tu veux, je vais garder un peu des choses comme ça. Je vais quand même garder des mécaniques. C'est juste que je peux moins adapter, je suis moins flexible sur les activités. Et effectivement, dans des périodes intenses comme ces dernières semaines, en sport, j'ai fait que ça, par exemple. J'ai pas pu aller courir comme j'aime courir d'habitude. J'ai pas pu aller nager. J'ai pas pu. Donc, je maintiens un minimum. Et pareil pour la respiration, pareil pour l'alimentation. J'essaie de le tenir au maximum. Alors, moi, je suis sur une alimentation céto, donc avec un indice glycémique très bas. C'est vrai que quand tu vas faire des conférences, et après d'ailleurs tu te retrouves à la partie dînatoire. La partie dînatoire, tu regardes, c'est tout le temps des petits fours ou des choses comme ça qui sont hyper glycémiques. J'y touche pas. J'y touche pas. Ou alors, de temps en temps, je vais faire un écart, mais l'écart, je le paye cher. Donc j'en fais vraiment rarement, quoi.
comment ne pas tomber malade en hiver? 3 hacks puissants. 1. Optimiser ta consommation de zinc avec des aliments comme les abats et les huîtres. 2. Nettoyer tous les matins ta muqueuse nasale avec un outil comme le Rhino Horn et une solution saline. 3. Te supplémenter en vitamine D et en biotique immunité d'Unae qui associe les bêta-glucanes avec un postbiotique pour stimuler ton système immunitaire. Comme toujours, tu bénéficies de 10% de réduction avec le code LIMITLESS. Le gros avantage, c'est qu'en étant en cétose, tu as aussi moins la sensation de faim et une énergie qui est quand même beaucoup plus stable. Donc, c'est peut-être plus facile d'y résister. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du glycogène et du cortisol, la capacité du cortisol à libérer le glycogène. Le glycogène qui est une énergie, un carburant. En réalité, moi, je vois vraiment les glucides comme un super carburant. Donc, comme quelque chose de profondément activateur sur le système sympathique et qui doit être justifié et mis en perspective par la nécessité de cette activation sympathique. Sans quoi, donc moi, tu vois, mon alimentation de base, elle est low carb. Par contre, je vais manger des fruits ou des choses comme ça si je sais que derrière, j'ai besoin de ce super carburant en perspective d'un entraînement hyper intense ou autre. Ah ouais, complètement. Et puis, il faut le brûler. Il faut que ça justifie en étant brûlé derrière. Et certainement pas surconsommé pour que ça soit finalement stocké en lipides. Et puis avec tous les pics d'insuline que ça enclenche, etc. Derrière, on connaît la mécanique, quoi. Et pourquoi est-ce que la méditation revêt un caractère aussi déterminant dans ta vie, dans ton équilibre? Et quel type de méditation est-ce que tu pratiques? C'est fondamental dans le sens où j'ai une activité cérébrale hyper intense, permanente. Tout le temps. Et cette activité cérébrale, c'est ni plus ni moins que des faisceaux neuronaux qui s'activent tout le temps. Et les neurones ont à un moment donné une capacité de saturation. Et je suis champion du monde pour les saturer. Donc, si je veux qu'ils continuent à fonctionner et si je veux pouvoir continuer à penser nos environnements, à réfléchir nos environnements, il faut que je garde cette capacité-là. En plus, je le sens, au bout d'un moment, c'est un peu comme une chape de plomb sur les épaules et j'ai besoin de m'en libérer. Donc la méditation va avoir pour effet de maîtriser l'attention, et en maîtrisant l'attention, on est capable de pouvoir désactiver ce qu'on appelle le régime de base, le cycle de base, qui est un processus automatique au niveau du cerveau, et d'être capable de le désactiver manuellement lui donne le temps de régénérescence. Donc pour moi, ça, c'est absolument fondamental. Quelle méthodologie je vais prendre? Vu que justement, je cherche à switch off, à éteindre ce régime de base, pour le coup, je vais prendre une méditation qu'on appelle aujourd'hui dite plutôt de pleine conscience, plutôt que de faire la focalisation sur un point attentionnel et de maintenir cette activation, qui du coup, de fait, maintient l'activité des neurones. Je vais prendre une méditation où je vais d'abord observer mes pensées, et parce que je deviens l'observateur des pensées, j'arrête de les nourrir. Et elles finissent par se stopper. Et ce qui te donne un état de non-pensée. C'est assez bizarre comme concept. Alors là, il faut faire attention, parce que sinon, on peut se faire piéger par le temps. Je mets toujours une alarme. Parce que vu que tu n'as plus de point de repère, tu ne te rends pas compte du temps. Et donc, je vais essayer de rester le plus longtemps possible dans cet état de non-pensée. De temps en temps, tu as une pensée qui pop. Tu la laisses simplement passer. Tu ne la retiens pas, tu ne la nourris pas. Et tu vas retrouver cet état de non-pensée. Et donc, tu n'essaies pas de te reconnecter à la respiration dès que tu as une pensée, etc. Non, tu la laisses quand même suivre son cours. Je la laisse suivre son cours, je l'observe. Tant que je l'observe, je suis pas en train de la nourrir. Tu sais, il y a dans la pensée zen, ils ont toujours des phrases assez de ouf. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit si tu observes la fleur, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas la fleur. Là, tu peux repartir avec ça, réfléchir pendant une vie. C'est la même logique là. Si tu observes une pensée, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas la pensée. Et donc, comme tu arrêtes de t'identifier à ta pensée, tu arrêtes de la nourrir. Et comme tu arrêtes de la nourrir, elle s'arrête. Elle s'évapore. En même temps, qui observe la pensée? Est-ce que c'est pas la pensée qui observe la pensée? Oui, en fait, c'est ça le piège après. C'est de se dire, j'observe une pensée. Merde, je suis en train de penser que je pense que j'observe une pensée. Mais je ne devrais pas penser. Oui, mais si je pense que je ne pas... C'est pour ça qu'il faut juste laisser passer et surtout pas s'y accrocher. Et comment est-ce que tu constates le fait que tes neurones sont en saturation? Je vais être beaucoup plus lent. Je vais être beaucoup plus lent à penser. Je pense, j'ai une structuration de pensée en 3 dimensions, voire 4. La 4e est plus complexe parce que c'est des inclusions, exclusions, Ça veut dire etc. quoi une pensée en 3 dimensions ou 4 dimensions? Je vois toujours tout en 3 dimensions dans ma tête. Oui, moi aussi, je vois en 3 dimensions. Ouais, c'est ça, en 3D. Ouais. Mais c'est très conceptualisé. Et je vois les afférences et les inférences en permanence. Et quand j'arrive en fin de journée ou que je commence à saturer, j'ai du mal à les relier entre elles. En fait. Je vois que je mets plus de temps à faire des liens. À faire des liens, etc. La pensée se ralentit, elle se trouble aussi. Elle est moins nette dans la représentation. Et là, je sais que je suis en train de saturer petit à petit.
Moi, j'ai inclus dans mon temps de travail ce que j'appelle des marches créatives, où je laisse justement le temps à mon cerveau de créer des liens entre tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il engramme dans sa mémoire, toutes les conversations, les livres, etc. Et à mettre tout ça en perspective, avoir une forme de pensée en arborescence. Et c'est extrêmement riche. Et le fait d'être à la fois dans un environnement naturel, en train de marcher, sans téléphone, sans musique, sans distraction, de pouvoir dézoomer, défocus, mais d'être quand même dans une forme d'action et d'activité du corps, je trouve que c'est extrêmement puissant. Je pense que la marche, c'est certainement un des meilleurs processus pour ça. Il y a une mise en mouvement du corps, il y a l'évolution de l'environnement, il y a l'oxygénation qui vient s'apporter derrière, il y a quand même un débit d'énergie qui est apporté en plus, qui vient nourrir, parce que le cerveau se nourrit des mêmes choses, qui donc vient nourrir le cerveau derrière. Non, c'est vraiment une super activité. Tu en as beaucoup, des grands penseurs qui se servaient vraiment de la marche comme une activité quotidienne pour pouvoir développer leurs pensées. Ouais. C'est un super réflexe. Et d'ailleurs, si on se place dans une perspective évolutionniste, ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est précisément le fait d'avoir commencé à marcher. Tu vois, il y a des millions d'années, on était plutôt arboricoles, on mangeait des fruits dans les arbres. Et puis, lorsque les jungles ont commencé à diminuer et que les plaines ont pris de plus en plus de place, eh bien, on est potentiellement descendu des arbres pour parcourir des distances de plus en plus grandes. Et donc, on a développé cette capacité à marcher, et ce qui a, par la même occasion, libéré nos mains pour porter des objets, pour construire des outils, pour chasser potentiellement. Donc, toute la construction de notre culture humaine est liée quand même à cette bipédie, à cette capacité à marcher. Et je vais en profiter pour faire un petit parallèle sur l'œuvre de ta vie, d'une certaine façon, qui est l'inéquation décisionnelle. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu plus ce que c'est, mais toujours dans cette perspective évolutionniste, je pense que tous les organismes vivants ont plus ou moins les mêmes objectifs fondamentaux qui sont de survivre et de répandre leurs gènes. Alors, pour survivre, il faut trouver des calories, si possible en dépensant le moins possible, et dans un environnement le plus sécuritaire possible. Donc ça veut dire être aimé et accepté par le groupe pour qu'ils puissent venir avec toi, te protéger, etc. Et pour répandre tes gènes, eh bien, il faut acquérir du pouvoir, des connaissances sur ton environnement. Donc les connaissances sur ton environnement, elles te servent à la fois à trouver de la nourriture, à la fois à assurer ta sécurité et en même temps à être cette représentation qui augmente ton pouvoir et donc te permet de mieux répondre tes gènes. Donc en réalité, ces processus, cette programmation de base de notre cerveau qui est très archaïque, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à tout rationaliser, à penser qu'on est maître de notre pensée et qu'on choisit la courbe de notre destin. En réalité, on est fondamentalement programmé dans cette finalité qui est de survivre et de répandre nos gènes. Et donc, de cette compréhension-là, donc je ne sais pas si tu es parti de cette base-là, mais moi, je me sers de ce parallèle pour introduire ce que tu appelles l'inéquation décisionnelle, qui suppose que chacun de nos processus décisionnels, chacune de nos décisions est liée par une volonté de satisfaction addictive ou d'évitement de situations aversives. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de notre cerveau et la raison pour laquelle, le matin, lorsque tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est regarder les données sur ta Bagoura? Alors, effectivement, tu as amené beaucoup de notions clés là-dedans. Une des premières, et c'est ce dont on parlait là, c'est le mouvement. En fait, moi, mon socle de travail, c'est de dire qu'on est des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement, qui devons en permanence développer des stratégies d'adaptation à des environnements en perpétuel changement. Cette évolution, elle est... Donc le mouvement, on le voit avant même de parler d'évolution, le mouvement est au cœur même de qui nous sommes. C'est vraiment une spécificité forte et on a besoin du mouvement en tant qu'organisme vivant. Notre corps, tu parlais du mouvement et de l'interaction dans le développement de la société, mais ça va même plus loin que ça, c'est que c'est dans le développement biologique. On a besoin du mouvement pour être un organisme vivant qui fonctionne bien. Mais le mouvement, il n'est pas de rien. Il va falloir qu'il y ait un état de tension pour qu'il y ait mouvement. Si tu n'as pas d'état de tension, il n'y a pas de mouvement. Et justement, ces états de tension, c'est ce qui est à l'origine des stratégies d'adaptation. Et c'est ça, moi, spécifiquement, que j'ai travaillé et étudié. C'est comment un individu perçoit son environnement, comment son cerveau va traiter les informations et déclencher la réponse d'adaptation. Et on en arrive effectivement à cette fameuse inéquation décisionnelle qui est basée sur des états de tension. Tu l'as aussi très très bien dit, on a tendance à rationaliser nos environnements, à vouloir penser qu'on est maître de ce que l'on fait. Dans les faits, ça picote un petit peu. On prend en moyenne 35 000 décisions par jour. 35 000. Alors qu'est-ce que c'est qu'une décision ? C'est justement une stratégie d'adaptation
À chaque fois que notre cerveau a une pluralité de choix adaptatifs, eh ben, il va devoir trancher entre les différentes stratégies qui s'offrent à lui, et c'est là qu'il va prendre une décision. Eh bien, dans 99,74% des cas, il va le faire sans même en informer notre conscience. Donc, il y a 99,74% des situations qui échappent à notre raisonnement, qui échappent à notre rationalité, et qui échappent de fait à notre être-contrôle. Donc oui, on est encore conditionné par ces états de tension qui remontent à l'origine des temps, dans ce qui nous met véritablement en mouvement. Et dans 0,26% des cas, en revanche, on va pouvoir le conscientiser. Et c'est là qu'est l'illusion, c'est que c'est au moment de la conscientisation qu'on a l'impression de prendre une décision. En réalité, notre cerveau l'avait fait avant. Pourquoi ? Parce que ces états de tension, là, le premier temps, donc il y a 2 temps décisionnels dans notre cerveau, je vais percevoir l'information, il va être traité, ça arrive dans des structures sous-corticales qu'on appelle le système limbique, et cette structure, elle va se poser une question assez simple, assez toute bête, elle va se dire, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi ? Et en fonction de nos conditions physiologiques et de ce qu'on a en mémoire, eh bien, il va se dire oui ou non. Et quand c'est pas bon, alors il y a toute une série de mécanismes qui vont se déclencher et qui vont créer en nous une tension aversive. Et cette tension aversive va déclencher effectivement la stratégie adaptative. Ça peut être l'accélération du rythme cardiaque, fréquence respiratoire, dilatation des pupilles, microsudation, déjà un mouvement réflexe, comportemental, etc. Donc ça va hyper vite. Et en fait, on va déclencher avant d'avoir conscience. Le truc, c'est qu'au moment où ça va être porté à notre conscience, c'est à ce moment-là qu'on a l'impression d'avoir pris la décision. Et ça, c'est tout le piège. Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Tu m'ouvres un tas de portes. Déjà, je voulais mettre une petite emphase sur ce que tu as dit lié aux états de tension. Parce que parfois, on peut ressentir de la frustration vis-à-vis de plein de choses qui ne fonctionnent pas exactement de la façon dont on voudrait dans notre vie. C'est le lot de n'importe quel être humain. Et on aimerait que cette frustration n'existe pas, que c'est réduire ces états de tension à néant. Mais il faut bien comprendre que c'est grâce à ça qu'on est vivant, qu'on est en mouvement, parce que sans ces états de tension, dans un état de plénitude et d'harmonie parfaite, eh bien, on serait complètement inerte, on serait mort en réalité. En tout cas, il n'y aurait rien qui nous pousserait au mouvement, il n'y aurait rien qui nous pousserait à vivre. Donc déjà, ayons de la gratitude et de la reconnaissance pour ces états de tension. C'est souvent ce que je m'amuse à dire. Je vois beaucoup les gens qui cherchent à avoir une vie équilibrée. Et un peu en provoque, je m'amuse à leur dire que c'est absolument pas ce que je leur souhaite. Parce qu'un système à l'équilibre, c'est un système inerte. Donc sans mouvement, sans vie. Donc je souhaite le plus tard possible aux gens d'être équilibrés, parce que le seul moment où ils seront vraiment équilibrés, c'est à l'état létal. D'ailleurs, dans les principes du vivant, il n'y a rien qui est équilibré. Tu vois, tous les cycles sont des sinuosidales. Tu prends l'homéostasie, par exemple, on dit que la température corporelle est à 37 degrés. En réalité, elle est constamment en train d'osciller entre 37 et 38. Elle cherche à rejoindre ce point d'équilibre sans jamais réussir à l'atteindre. C'est un peu comme un attracteur de Lorentz où ça fait un joli papillon. Mais voilà. Donc ça, c'était un premier point. Le second, est-ce que tu pourrais définir ou imaginer le fait que les 99% de décisions qui ne sont pas portées à notre conscience, en réalité, c'est notre intuition, et que le 1% qui est porté à notre conscience, qui nous donne l'impression d'avoir un contrôle, c'est la réflexion rationnelle. Ça serait un peu rapide. En fait, il faut comprendre le système perceptif. Donc, en tant qu'organisme vivant, on interagit avec nos environnements. Pour pouvoir interagir avec nos environnements, il faut pouvoir les percevoir. Donc, on a un système perceptif. La perception, c'est quoi ? C'est un récepteur. Et lorsqu'une information de l'environnement est d'une nature à correspondre au récepteur, alors le récepteur va envoyer une impulsion électrique au cerveau. Okay ? Ça, c'est le système perceptif. Et donc, on perçoit 11 millions d'unités d'informations chaque seconde de nos environnements. Donc, 11 millions qui vont être traités par le cerveau. Une fois qu'ils sont traités, ils sont réunis en paquets, etc. Et ils vont arriver dans le système limbique. Et donc là, on va se retrouver avec 11 millions, enfin 400 000 si on les réunit, ça dépend des systèmes métriques qu'on prend. On va rester dans les 11 millions. Les 11 millions vont passer dans le système limbique et il va venir déterminer si c'est bon ou pas pour nous. Ensuite, il n'y en aura que 2000 qui seront portés à notre conscience pour construire la réalité de l'environnement dans lequel je m'adapte. Donc, ça veut dire que notre corps, notre cerveau au départ, prend ses décisions sur 11 millions d'unités, mais on ne rationalise nos décisions qu'avec 2000. Donc, bien évidemment, quelque chose de beaucoup moins riche, que l'on va tordre et qu'on va essayer de mettre en cohérence pour se donner une raison, une justification de quelque chose. En revanche,
Les 11 millions qui sont passés dans le système limbique, dans le premier temps décisionnel, ont créé en nous des états de tension. Et ces états de tension vont libérer notamment des hormones et des neurohormones qui sont diffusées dans le corps, qui nous créent un ressenti. Et c'est ce ressenti-là que l'on appelle intuition. Et souvent, il y a des choses que l'on va faire sans comprendre pourquoi. Eh bien, parce que ce qui pourrait le justifier ne faisait pas partie du paquet des 2000, il faisait partie du paquet des 11 millions. Donc c'est pour ça qu'il peut souvent y avoir un décalage entre la raison que l'on va se donner de quelque chose et ce que l'on ressent réellement. En travaillant et en développant son intuition, dans des conditions bien particulières, ça vaut le coup, effectivement, d'y prêter une attention forte, parce qu'elle est basée sur 11 millions, plus que sur nos raisons qui sont basées sur 2000. Elle est basée sur... Moi, j'aime bien comparer l'intuition avec ChatGPT, tu vois. ChatGPT, il a accès à des milliards de données. Et en fait, tu l'interroges et il a accès à toute cette connaissance. Tandis qu'en fait, ta réflexion rationnelle, c'est simplement la réponse que t'a apporté ChatGPT et que toi, t'as lu. Donc, c'est forcément une lunette extrêmement... une focale beaucoup plus courte. Et donc là, tu disais 11 millions, mais ça, c'est juste ses perceptions. Mais ces 11 millions, elles sont mises en perspective avec toute l'histoire de ta vie, toutes tes mémoires sémantiques, etc. passées. Exactement. C'est dans le traitement des flux. Justement, c'est quand ça va arriver dans le premier temps décisionnel, notamment au niveau du thalamus. Le thalamus, pour se demander si c'est bon ou pas pour nous, il va venir interroger les états physio et il va surtout interroger nos mémoires. Et dans nos mémoires, il y a tout notre bain socio, culturel, éducatif, mais toutes nos expériences personnelles. Et donc, c'est ce qui va moduler la décision individuelle de chacun. Mais il ne pourra pas tout porter à la conscience. En fait, il y a des chercheurs, j'ai oublié, c'est dommage, à l'époque, je n'avais pas écrit la référence de l'étude, mais il y a un groupe de chercheurs, je pense qu'ils s'ennuyaient un peu entre deux grosses études, et ils ont calculé le volume cérébral que devrait faire notre cerveau si on portait 100% de nos décisions à notre conscience. Et ils en sont arrivés à un résultat qui était de 26 fois le volume actuel. T'imagines la machinerie qu'on aura au-dessus du crâne. Des gros problèmes de torticolis. Et donc, en réalité, pourquoi est-ce que le cerveau fait ce filtre ? C'est parce que notre cerveau consomme déjà dans son volume actuel à peu près 20% de nos réserves énergétiques quotidiennes. Donc, si on devait tout conscientiser, on devrait avoir un volume crânien de 26 fois la taille actuelle, donc ça nous ferait à peu près un cerveau de 30-35 kilos, quelque chose comme ça. T'imagines la consommation monstre d'énergie ? Donc à quel point il faudrait qu'on absorbe de l'énergie tout au long de la journée pour pouvoir le nourrir ? Non, nos chances de survie, on n'y aurait pas résisté. Donc c'est un filtre naturel et nécessaire, ce passage-là. Mais encore une fois, on peut avoir accès à notre intuition. On n'aura pas une image rationalisée des choses, mais on peut apprendre à faire la différence dans nos ressentis physiologiques, en y portant vraiment notre attention et en analysant petit à petit avec l'expérience. On arrivera à sentir tous ces micro-signes qui sont la conséquence de ces neurotransmetteurs, qui sont la conséquence de ce premier temps décisionnel, et à avoir une intuition de plus en plus fine. Mais attention à l'intuition. L'intuition, on s'est aperçu qu'elle n'est vraiment efficace que quand tu as l'habitude d'un environnement. Lorsque tu rencontres un environnement pour la première fois ou une situation pour la première fois, ton cerveau va essayer de prendre une décision par rapport à des situations similaires ou qui essaieraient de s'y rapprocher, mais notre cerveau, au même titre que notre raison, fait des erreurs. Et donc, dans les environnements inhabituels, même notre cerveau, alors que c'est un super calculateur, peut également faire des erreurs. Tu prends l'exemple de ChatGPT. ChatGPT, par moment, a des hallucinations. Donc, il faut entraîner, habituer son intuition et l'entraîner dans des environnements récurrents. Pour porter tout à notre conscience, tu disais qu'il faudrait un cerveau 26 fois plus gros et qu'on n'y aurait pas survécu en termes de demande énergétique. Je trouve que c'est intéressant de se rappeler que la nature, l'évolution, ne vise pas la complexité ou l'intelligence. Elle vise la meilleure adaptation d'un environnement, d'un organisme à son environnement, c'est-à-dire la notion de fitness. Ouais. Donc, on a parfois tendance à penser que la nature cherche à faire les êtres les plus intelligents possibles. C'est absolument pas le cas. Donc ça, c'était un premier point. Après, sur cette notion d'intuition, je comprends ce que tu dis. Et d'un autre côté, la plupart du temps, on interagit quand même dans des environnements qui sont semblables et reproductibles. Bien sûr, tout n'est pas identique, mais c'est rare qu'on soit dans un environnement qui est complètement étranger à nos habitudes. Donc, j'ai quand même l'impression que cette intuition, qui est dotée de toutes nos mémoires passées, est la forme d'intelligence la plus sûre sur laquelle se reposer. Et peut-être que pour qu'elle devienne plus efficace, tu vas me dire, parce qu'après tu m'as dit, l'intuition, ça se travaille, ça se développe. Donc ça m'intéresse d'avoir ta perception là-dessus.
moi, l'image que j'en ai, c'est que tout ce que tu peux faire et vivre dans ta vie nourrit ton intuition. C'est-à-dire que le fait de multiplier la diversité des expériences, que ce soit sur le champ physique ou intellectuel, les rencontres que tu fais, les lectures que tu fais, les sorties de ta zone de confort, les épreuves sportives, etc., tout ça fait grandir tes antennes. Oui, complètement. Moi, j'ai un adage qu'on m'a donné quand j'étais gamin. Quand deux chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas. Et j'en ai fait un adage et je l'ai respecté énormément, mais énormément. Ce qui permet d'apprendre à ne plus dépendre des ressources exogènes, extérieures de la nouvelle situation, mais à avoir appris à les intégrer en soi et trouver vraiment les ressources en soi pour s'adapter. Si tu dépends en permanence, ton adaptation dépend de ce que tu vas trouver dans un environnement, bah tu es dépendant de l'environnement et c'est normal que tu flippes. Parce que tu te dis, mon Dieu, mais si ces ressources ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc quand tu apprends à intérioriser ces ressources, eh ben, ces ressources-là, tu les as tout le temps en toi. Et de fait, tu n'es pas en panique de ce que tu vas trouver dans le nouvel environnement. Parmi ces ressources, il y a l'intuition, effectivement. L'intuition, c'est savoir trouver ce ressenti fin que l'on va avoir en nous. Donc toutes les expériences vont venir le nourrir. Mais elles vont le nourrir qu'à une seule condition, c'est d'apprendre à diriger notre attention sur ce qu'on ressent. Si ton attention est sans arrêt dirigée sur l'extérieur, eh bien, tu vas apprendre de ce qui se passe à l'extérieur. Et toutes les informations qui étaient liées à ton ressenti ne feront pas partie des 2000, parce que c'est l'attention qui pilote la sélection, entre les 11 millions et les 2000. Et donc, si toute ton attention est basée sur la perception des facteurs exogènes, extérieurs, alors tu vas te faire une culture, une mémoire des modifications de l'environnement. En revanche, si en même temps, régulièrement, tu viens vraiment porter ton attention sur ce que tu ressens. Mais sur plein de choses, ça peut être la moiteur de la peau, ou sa contraction, ou la sensation au niveau de la pilosité, la fréquence cardiaque, qu'est-ce que je ressens dans l'estomac, enfin la raideur de nuque, enfin peu importe, il y a énormément de choses que l'on peut conscientiser, et c'est à ce moment-là, parce que tu portes ton attention sur toi, notamment la proprioception, que là, effectivement, tu vas pouvoir développer ton intuition. C'est intéressant ce que tu dis sur la proprioception, parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert la mobilité. Aujourd'hui, c'est un terme qui est vachement en vogue, et puis tout le monde fait de la mobilité, etc. Machin. Mais quand j'ai commencé à faire une petite routine simple le matin, ou de mobilisation articulaire, tout simplement, eh bien, ça a rétabli et fait naître la conscience de mon corps. Et c'est amusant quand même de se dire que j'avais passé peut-être 28 années de ma vie ou 30 années de ma vie sans avoir une réelle perception et conscience de mon corps. Et en faisant ça, eh bien, c'est comme si j'avais rétabli une connexion avec moi-même, avec mon véhicule, tu vois. D'ailleurs, on a tendance à être dans une science du réductionnisme, à essayer d'étudier les différentes parties de notre fonctionnement, mais en réalité, c'est vrai en physiologie, en anatomie, mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Essayer de séparer, de cloisonner les choses, de les enfermer dans des termes, et une sémantique, alors que tout est beaucoup plus large que ça et tout fonctionne en fait de façon systémique. Et donc, on a eu tendance à opposer l'esprit, la tête, la conscience, l'intelligence du corps, du véhicule, alors que les deux sont intrinsèquement liés, mais pour autant, on peut oublier le fait qu'ils sont liés simplement parce qu'on ne prête pas suffisamment attention à nos processus internes. Et cette connexion que j'ai maintenant à mon corps, tu vois, là, je suis en train de te parler, eh bien, naturellement, sans même que j'ai besoin d'y penser, je ressens un petit peu mes mouvements d'épaule, mes tensions, ma respiration. Tu vois, parfois, j'ai envie de prendre une respiration un peu plus grande, nasale, et puis je sens l'air qui rentre dans mes poumons, qui gonfle mes poumons. Et je trouve ça agréable, ça me fait du bien, tu vois. Je sens que ça m'oxygène, que ça me donne de la vie. Tout ce domaine perceptif, sensitif, surtout à l'intérieur, est extrêmement riche de sens. Ouais, en fait, pourquoi est-ce que, tu vois, tu disais c'est fou de se dire que jusqu'à maintenant je le faisais pas, etc. Mais à quel moment on nous l'apprend? On nous l'apprend quasiment pas. Certainement pas à l'école, de toute évidence. Peut-être dans certaines activités loisirs. Je pense à la danse, la gym, ce genre de choses, où éventuellement on va nous faire prendre conscience du corps, mais c'est très très peu finalement à l'échelle déjà d'une journée, à combien de temps on va passer à faire attention et à diriger notre attention sur nous, et puis c'est dans peu de domaines. Alors que effectivement cultiver cette attention de soi, de son ressenti, c'est quelque chose d'hyper important. Et tu vois, spontanément, j'ai réfléchi ça en même temps qu'on échange. Ça interroge aussi sur
toute cette génération qui arrive, qui ont les yeux fixés sur les téléphones portables, qui ont leur attention totalement absorbée par les écrans. Et j'ai rien contre les écrans, j'en utilise beaucoup. J'ai deux petites filles qui ont le droit d'utiliser les écrans, etc. Mais faut pas rester focalisé là-dessus. De toute façon, l'attention, c'est travailler ce qu'on appelle la flexibilité attentionnelle. En fait, l'attention se focalise sur quelque chose, mais elle est capable aussi de défocaliser, elle est capable de se rediriger, donc elle a une flexibilité. Et je pense que certainement un point essentiel à avoir, c'est de vérifier sur quoi on focalise en permanence pour venir travailler cette souplesse attentionnelle, cette flexibilité attentionnelle, et de ne pas oublier de la diriger vers soi. Ce d'autant plus qu'on sait, c'est dangereux de dire on sait, mais il me semble en tout cas que l'attention, l'intelligence, la cognition suit le regard. Donc, si tu focalises sur ton téléphone, toute ton intelligence est focalisée là-dessus. C'est des zones cérébrales qui sont complètement différentes d'une vision beaucoup plus défocus qui va favoriser une pensée plus divergente. Donc, tu vois, tu as une pensée qui est beaucoup plus analytique lorsque tu es focalisé, une pensée qui est plus divergente lorsque tu vas dézoomer. Et les deux sont extrêmement importants et porteurs de sens. Et dans les environnements dans lesquels on vivait par le passé, c'était le cas. Tu vois, quand on était à la chasse, on focalisait sur l'objectif quand on suivait l'animal, etc. Puis lorsqu'on était en train de marcher, on regardait avec les cônes, etc., dans la vision périphérique, tout ce qui se passait. Tandis que... Et d'ailleurs, il y a des neuroscientifiques qui parlent de cette notion de rythme ultradien, qui suppose que justement, cette attention, cette concentration, c'est un petit peu comme un muscle que tu contractes à fond et qui a besoin aussi de se régénérer après. Et donc, dans les rythmes ultradiens, ils conseillent toutes les 90 minutes d'ascension soutenue, ce que je trouve déjà extrêmement long, mais soit, d'avoir 20 minutes de pause. Mais aujourd'hui, les quelques personnes qui sont au courant des rythmes ultradiens et qui ont envie de les appliquer, ces 20 minutes de pause, ils vont les utiliser à regarder leur téléphone. Donc au final, c'est pas une pause. La pause, ça serait d'aller marcher dans la nature, justement, dans un environnement ouvert où les yeux dézooment. Complètement. Moi, j'ai des journées parfois où je suis en visio-call de 9h du mat jusqu'à 18h, non-stop. Quand je dis non-stop, c'est je coupe un call, je prends un call, je coupe un call, je prends un call. À 18h, je ne sers plus à rien. C'est l'attention c'est rester focalisé pendant 9 heures d'affilée sur des échanges de l'interaction. Je te jure, quand je lève la tête de l'écran et que je regarde autour de moi, mais vraiment, la cognition... Tu m'étonnes que dans de méditation. Là, c'est ça. J'ai les neurones qui sont en feu. Et même les yeux, ils ont du mal, tu vois. On sent que même l'adaptation visuelle est difficile. Ce qui est bien évidemment une connerie à ne surtout pas faire. On est bien d'accord. On sait, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et entre savoir et faire aussi. Mais l'attention, tu vois, pour éviter ce genre de piège, que tu te signalais finalement à vouloir faire une pause au bout de 90 minutes pour pouvoir diriger son attention sur autre chose, ça devient à mon sens une méconnaissance de ce que c'est que l'attention. Et il y a les travaux de Jean-Philippe Lachaud, qui sont des travaux d'un neurologue contemporain qui bosse au CNRS, qui a fait avancer la science et les neurosciences sur l'attention de façon stratosphérique. D'ailleurs, j'aime bien sa définition. Il dit que l'attention est la focalisation sur des points privilégiés dans la masse des perceptions continues, mais également des processus mentaux. Donc il y a ce que l'on perçoit et il y a ce que l'on pense. Et que cette focalisation est faite sur des éléments dignes d'intérêt pour être singularisés et portés à notre conscience. Et j'aime bien sa conclusion, il dit l'attention détermine la réalité du monde dans lequel on s'adapte. C'est vraiment notre attention qui crée le monde, notre expérience du monde en fait. Et bien comprendre ces mécanismes attentionnels transforme l'expérience que l'on va avoir du monde. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille vraiment son bouquin, c'est Le cerveau attentif ou Le cerveau funambule, il en a fait 2, enfin plusieurs, mais ces 2 bouquins-là, je les trouve fantastiques pour découvrir la mécanique attentionnelle. Tu parles des processus mentaux. Donc, le cerveau, c'est un petit peu comme un opérateur qui est seul enfermé dans une boîte noire, qui est connecté à des tas de capteurs qui lui donnent des informations sur son environnement. Et donc, lui, il est en train de regarder sur son ordinateur, il les analyse. Et en fait, il fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. D'ailleurs, tu me dirais que le réel n'existe pas. C'est pas là où je veux t'emmener. J'aimerais plutôt t'emmener sur l'intérêt, l'utilité, la façon dont on pourrait utiliser ces processus mentaux pour prendre de meilleures décisions. J'ai parlé de l'intuition, on a parlé des ressentis corporels, etc. J'ai l'impression que de manière générale, on est très tourné vers l'extérieur, vers l'environnement, vers ce qu'on considère réel, vers ce côté rationnel, etc. Dans quelle mesure est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser ces processus mentaux, cette capacité à rêver, à imaginer, pour prendre de meilleures décisions ? En fait, tu l'as dit, et je ne vais pas développer ça, mais effectivement, on s'adapte à l'illusion du réel.
On vit dans une illusion permanente créée par notre cerveau, qui n'est pas basée de rien, hein, qui est juste basée sur justement l'attention, où est-ce qu'on a dirigé l'attention et comment on a traduit ce que l'on a perçu. Et dans cette illusion-là, on est subjugué, absorbé vers l'extérieur. Pour moi, une meilleure façon de prendre des décisions, c'est déjà de se connaître soi et de diriger vraiment notre attention sur nous et de comprendre en profondeur comment on fonctionne. On le voit bien, on n'est pas des êtres socio-économiques de raison. L'homo economicus n'a jamais existé. On est en permanence irrationnel. Alors Daniel Kahneman l'avait déjà bien perçu, hein, dans les années 70, c'est lui qui est arrivé avec le concept des biais cognitifs, et il essayait de comprendre pourquoi dans certaines situations on était irrationnel. Puis finalement, d'étude en étude, on s'aperçoit que on est irrationnel dans un paquet d'environnements. Bilan, aujourd'hui, quand tu écoutes les gens, tout n'est que biais cognitif. Comme si ça expliquait l'irrationalité humaine. Non, en réalité, c'est le mode de fonctionnement normal du cerveau. C'est une fois qu'on arrive à comprendre comment le cerveau fonctionne, qu'on arrive à comprendre véritablement si c'est pas la raison qui nous met en mouvement, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que la logique du vivant ? Et quand on arrive à comprendre cette logique du vivant, alors à ce moment-là, on arrive à comprendre pourquoi et comment ces états de tension sont déclenchés en nous, et donc pourquoi et comment je suis amené à m'adapter de cette manière-là. Et c'est vraiment cette compréhension profonde de soi, et plus spécifiquement de ces mécanismes d'état de tension, qui pour moi est une des clés à avoir et à prendre de meilleures décisions. Prendre de meilleures décisions, tu as dû remarquer que petit à petit, j'ai tricoté une toile qui nous permet d'avancer vers cette capacité justement à prendre de meilleures décisions. Toi, tu es entrepreneur, tu es auteur, tu es conférencier, t'aides des entrepreneurs et des entreprises sur des problématiques extrêmement complexes. La prise de décision, c'est à la fois ton sujet d'étude et en même temps ton métier. Ouais. Donc, pour toi, je veux dire, un peu comme je sais pas, un graphiste par exemple, il devrait avoir le meilleur ordinateur possible avec une puissance de calcul, etc., suffisante au fait de faire ses montages vidéo, machin. Toi, la qualité de la prise de décision, c'est vital pour toi, c'est crucial, c'est la chose la plus importante. Alors, explique-nous, Guillaume, comment est-ce que tu prends de meilleures décisions ? C'est quoi ton processus décisionnel à toi, face à un problème complexe ? J'étudie... Alors, tu veux dire... Parce qu'il y a deux axes possibles. Comment est-ce que moi, j'essaie de les prendre ? Ou comment est-ce que j'accompagne les individus ? Non, pas comment tu accompagnes les individus. Donc, prenons un exemple concret. Tu vois, moi, je suis chef d'entreprise. Demain, j'ai une problématique avec deux solutions. Les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Quand je les mets en balance, j'arrive pas à choisir. Est-ce que j'écoute mon intuition ? Est-ce que j'écoute mon cerveau rationnel ? Est-ce que je ferme les yeux et j'essaie de visualiser une situation future ? Est-ce que je cherche plus d'informations sur ces éléments ? Quelle serait ta réaction ? Alors moi, là-dessus... Déjà, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, si j'ai deux stratégies d'adaptation qui se présentent à moi, est-ce qu'il n'y en a pas une troisième que je n'ai pas vue ? Donc, qu'est-ce qui va faire déjà que mon attention a focalisé sur ces deux-là ? Et je fais très attention à cette focalisation de l'attention. Pourquoi ? Parce que je suis dans une difficulté adaptative. Et lorsqu'on est dans une difficulté adaptative, on a des états de tension aversifs. Et on n'a qu'une envie, c'est de libérer ces états de tension aversifs. Donc, on n'a pas envie d'aller chercher une troisième ou une quatrième voie. Et ça peut déjà être un piège. Donc déjà, Donc on a envie de décider vite. Donc tu as envie de décider vite pour libérer cet état de tension qui n'est pas agréable. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises à la va-vite où on se dit wow, c'est bon, ça passe. C'est vrai, t'as raison. On a envie de ça. Donc déjà, ça c'est le première alerte que je vais me donner. Ensuite, je vais regarder ces deux décisions potentielles, ces deux stratégies, et je vais réfléchir si je les applique, quels états de tension elles vont activer en moi. Est-ce que ça va être... Alors, on n'est pas rentré dans ces détails-là, mais on a plusieurs neurotransmetteurs ou neurohormones qui nous créent des états de tension addictifs et qui vont nous amener de la satisfaction lorsqu'ils sont libérés. Et on va en avoir certains qui vont être liés à l'ego, notamment avec la sérotonine. Et est-ce que j'aurais pas tendance à vouloir aller sur cette décision-là juste pour me prendre des shoots égotiques, tu vois, nourrir mon ego ? Alors que, ça se trouve, en termes de performance, en termes d'efficacité, en termes d'efficacité adaptative, ça serait peut-être pas le plus performant. Mais en revanche, c'est celle qui va m'amener la plus grande satisfaction égotique. Donc, est-ce que je suis pas en train de me faire piéger par ces états de tension addictifs ? Est-ce que je suis pas en train de me faire piéger par cette fameuse sérotonine et à vouloir choisir celle-ci par ego ? Ou alors, une autre solution, ça va être une optimisation de la ressource. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'optimiser cette ressource ?
parce que ça va optimiser une ressource qui me permet un objectif, alors elle va devenir on dit dopaminergique. Donc, créer l'état de tension à vouloir prendre ça. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'optimiser ça? Tu vois, donc je vais toujours questionner mes états de tension. Je vais toujours essayer de chercher non pas la cohérence de la décision, mais l'état de tension que ça va venir nourrir, satisfaire en fait. Et une fois que j'arrive à identifier ces états de tension, j'ai une vision plus éclairée de ce qui aurait tendance à guider mes choix. Après, je pourrais te répondre que si ces deux décisions te semblent toutes les deux, et imaginons il y en a une troisième, effectivement, tu fais bien de dire qu'il faut postposer parce que tu as envie je suis d'accord avec toi, tu as envie de libérer le plus rapidement possible cet état de tension et de décider vite. Après, il peut y avoir des avantages à décider vite. Tu vois, je parlais tout à l'heure de l'évolution. La nature, elle a une intelligence infinie. Regarde, elle a réussi à créer l'homme, c'est quand même incroyable. Et puis même, sans même parler d'homme, tu regardes une fourmi, tu vois déjà le nombre de réactions, les millions de réactions chaque seconde qu'il faut pour qu'une fourmi puisse avancer, etc. C'est déjà un trésor d'ingénierie. Donc la nature a une intelligence incroyable. Et pour autant, c'est pas une intelligence rationnelle. C'est une intelligence empirique. C'est la multiplication d'essais-erreurs qui lui permet d'arriver à ça. Je disais d'ailleurs, pendant qu'on déjeunait, avant d'enregistrer ce podcast, que pour moi, la meilleure façon de réussir lorsqu'on est entrepreneur et qu'on crée une boîte, c'est une équation à deux entrées. La première, c'est le désir et la foi, parce que c'est ça qui te permettra d'avoir suffisamment de force et d'énergie pour faire face aux embûches. Et la deuxième, c'est justement d'embrasser et d'aimer les problèmes, parce que c'est le fait de résoudre ces problèmes qui fait progresser et qui développe ta boîte. Donc en fait, de la contrainte naît l'innovation, et les problèmes, plutôt que d'être un frein ou quelque chose qui a un problème et qu'on devrait éviter, etc. Au contraire, c'est une chance parce que c'est ça qui te permet de créer quelque chose qui sera fitness avec l'environnement. Et ça, c'est vraiment un enseignement des lois élémentaires du vivant. Pour autant, si on laisse de côté cette volonté de décider vite et qu'on essaie vraiment de rationaliser sur ces deux possibles options, si les deux sont saillantes, c'est qu'elles répondent toutes les deux à des stratégies de satisfaction addictive ou aversive. Donc, admettons, il y en a une peut-être qui va être liée à une situation d'évitement aversif, parce qu'on sait que si on l'a choisie, il y a des avantages. Peut-être qu'elle va maximiser, par exemple, l'atteinte d'un objectif, mais peut-être qu'on va devoir, blesser quelqu'un ou avoir une conversation difficile avec un de nos partenaires, par exemple. Et puis l'autre, c'est peut-être une situation qui maximise moins l'atteinte de notre objectif, mais qui a l'avantage de préserver justement des relations avec ce partenaire, donc qui va peut-être être plus aussi synergique, etc. Mais au final, ce que je veux dire, c'est que les deux sont quand même à l'équilibre, tu vois, sur ces états de tension. Donc, une fois que tu as mis le doigt sur ce qui se joue à l'intérieur de toi, ça t'aide pas forcément à prendre la bonne décision. Alors, la première étape, c'est de comprendre ce qui nous pousse à agir. Ok, donc ça, c'est la première. Une fois que tu as bien éclairé ces deux pans-là, tu comprends pourquoi celle-ci, tu pourrais te tenter d'aller vers l'option A, et pourquoi tu pourrais te tenter d'aller vers l'option B. Après, ce qui est fondamental, c'est de définir clairement l'objectif. C'est quel est l'objectif de ma décision? Est-ce que c'est optimiser mes ressources pour atteindre un objectif, ou est-ce que c'est nourrir mon ego? Si ou être cohérent avec mes valeurs. Voilà, oui, complètement. Alors qu'on appelle nourrir l'ego, généralement, l'ego a mauvaise presse. En réalité, c'est fondamental. La sérotonine, l'ego, c'est ce qui nous crée la nécessité d'être et l'estime de soi. Donc, c'est vraiment quelque chose hyper important. Et donc, il faut penser à le nourrir. Et d'ailleurs, c'est ceux qui le nourrissent le mieux qui passent le moins de temps à se revendiquer. Ils passent moins de temps à dire moi je. Celui qui dit moi je tout le temps, c'est celui qui a le plus besoin en fait d'être nourri, ou d'être hydraté, c'est celui qui a le plus soif. Donc c'est celui qui va avoir une plus grande fragilité de lui-même. Et donc c'est important de nourrir ça. Maintenant voilà, est-ce que mon objectif, c'est dans mon adaptation là, c'est d'être et de devenir en fait, donc vraiment axé sur l'ego, ou est-ce que c'est optimiser un système? Si l'objectif clairement défini, c'est optimiser un système, alors c'est l'option A qu'il va falloir que je prenne. Bien sûr que ça va me casser les pieds de laisser tomber l'option B, mais je vais le faire en sachant pourquoi ça me casse les pieds. Et donc, c'est un peu comme quand tu te piques par surprise avec une aiguille, une toute petite piqûre, waouh, ça fait super mal. Si en revanche, tu regardes ta main, tu prends l'aiguille et que tu viens piquer en conscience, tu supporteras beaucoup mieux la partie aversive de la nociception, de la douleur. Là, c'est la même chose. Si tu sais exactement pourquoi ça te gonfle et qu'est-ce qui joue dans ton cerveau quand ça te gonfle de laisser de côté l'option B, ça t'est beaucoup plus facile à accepter. Oui, parce que je pense qu'en réalité, au fond de toi, tu sais déjà quelle est la bonne solution. Tu penses qu'elles sont à égalité, mais elles ne le sont pas. Il y en a une qui est la bonne solution
Et puis, t'as pas envie de la choisir parce que, eh ben, il y a tel en fait, par peur, souvent, justement, par envie d'évitement de situations aversives, etc. Donc le fait d'être conscient de ça, effectivement, ça t'aide à y voir plus clair. Peut-être qu'on peut définir un peu plus ces facteurs de déclenchement parce qu'on parle de stratégie de satisfaction addictive et aversive, sans dévoiler tout ton travail. Sur ces différents neurotransmetteurs que sont la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines et de l'autre côté la noradrénaline et le cortisol. C'est ça. En fait, quand je vous l'ai dit, on perçoit un environnement. Donc 11 millions d'unités d'information perçues, c'est traité par différentes aires corticales et ensuite ça descend dans le système limbique, ça va descendre par le thalamus. Et dans le thalamus va se demander est-ce que ceci est bon ou pas pour moi. Quand quelque chose n'est pas bon, il va venir déclencher le système d'alarme et créer des états de tension aversifs. Cet état de tension aversif, c'est quelque chose qui nous est extrêmement désagréable, un peu comme quand vous tapez le petit doigt de pied sur l'angle de la table basse. Ça crée un état de tension aversif et donc une réponse adaptative qui donne généralement rarement le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, c'est un état de tension aversif qui va créer une mise en mouvement. Mais à l'inverse, quand quelque chose est bon pour nous, alors le cerveau va déclencher des états de tension dits addictifs, de satisfaction addictive. Pour faire simple, c'est une mécanique addictive. C'est-à-dire que si on n'a pas un taux de concentration suffisant dans l'organisme de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine ou d'endorphine, alors on va avoir un état de tension qui va nous pousser à aller en chercher. Or, ils sont déclenchés normalement quand c'est quelque chose qui est jugé bon pour nous. En l'occurrence, la dopamine va plutôt être déclenchée par des optimisations de ressources. C'est des choses que l'on peut avoir en plus. Par exemple, avoir à manger, de l'argent, etc. Avoir à manger, de l'argent. En gros, c'est tout ce qui est en lien avec les ressources. Tout ce dont je vais avoir besoin en tant qu'organisme pour pouvoir m'adapter à un environnement. L'atteinte d'objectifs. L'atteinte d'objectifs, les besoins physiologiques, etc. L'ocytocine, c'est tout ce qui va créer le lien social. Enfin, je vais produire de l'ocytocine quand je suis dans l'interaction sociale. C'est ce qui va créer la confiance en l'autre, la sympathie, l'empathie, la tendresse. En fonction de l'intensité, même, on peut arriver à certaines formes d'amour, notamment l'amour parental. Donc, c'est vraiment ce qui nous lie les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce lien social. C'est que sans ce lien social, on ne produit pas d'ocytocine. Et donc, on est en état de tension addictif où on a besoin, à un moment donné, d'aller trouver cet autre qui n'est pas moi. Ensuite, on a la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui va nous créer la nécessité d'être. Si jamais, pour des raisons contextuelles, sociales, pharmacologiques, pathologiques, psychologiques, on ne produit pas suffisamment de sérotonine, alors on va perdre progressivement cette nécessité d'être. Ça va commencer par se manifester par des états dépressifs, donc la dépression qui va s'installer. Et si malgré tout la sérotonine continue encore à dégringoler, ben malheureusement on peut perdre vraiment complètement la nécessité d'être et malheureusement des passages à l'acte. Donc on voit que cette sérotonine elle est fondamentale. En revanche, quand elle est produite de façon régulière, constante, on en arrive à l'estime de soi. On en arrive au sentiment de bonheur. Et donc ça, c'est vraiment un état de satisfaction addictif extrêmement puissant et absolument fondamental. Il est en œuvre à chaque instant de notre vie. Et enfin, on a les endorphines. Les endorphines, c'est ce qui va permettre de ramener le corps à un état souhaitable, et donc à un état de repos. Vu qu'il va y avoir des moments de stress positifs ou négatifs qui vont activer le corps, ben, il faut bien aussi des mécanismes qui sont là pour le ralentir et le ramener à l'apaisement. Donc on parle vraiment d'état de tension addictif. Tout ce qu'on fait dans la vie, en réalité, sont des stratégies de satisfaction addictive. Donc qui répondent à la logique addictive, pas à la raison. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des fumeurs qui mangent bio. Ça, c'est mes préférés. Ça, j'adore. C'est pour ça qu'on va à la salle de sport et on essaie de se garer le plus près possible de la porte. Complètement irrationnel. Mais ça va répondre à des logiques addictives. Alors, généralement, quand on dit aux gens qu'on est tous des drogués, qu'on a tous besoin de notre dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, les gens n'aiment pas trop de se dire non, mais moi, j'ai pas d'état addictif, je fais attention à mes addictions. Mais les gens n'aiment pas la notion addictive parce qu'ils en entendent parler que dans le cas des pathologies cliniques. Donc, dans les cas de dysfonctionnement de ces mécanismes addictifs. En réalité, ces états de tension addictifs, c'est l'origine même de la vie, certainement la plus belle chose qui soit. Et donc, d'un côté, donc on a la dopamine, l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine. Donc ça, c'est plutôt les trucs cool. Ouais. Puis de l'autre côté, on a les situations aversives. Donc c'est par exemple risque d'intégrité physique, psychologique, rupture de cohérence, l'effort, etc. Et donc, systématiquement, face à une situation donnée, que ce soit conscient ou non, le cerveau va mettre en balance les deux. Et voir
quel pourcentage de chance j'ai de sécréter une hormone cool comme la dopamine et quel pourcentage de chance j'ai de sécréter une hormone pas cool comme la noradrénaline. Ouais. Bon, je mets des guillemets parce qu'en réalité, la noradrénaline, elle a plein d'avantages. Hein, ouais, bien sûr. Mais soit, on comprend l'idée. Ouais. Et donc, si la potentialité de satisfaction addictive est plus importante que les risques aversifs, eh ben, potentiellement, on va s'engager vers ce comportement. Exactement. Sinon, on va pas le faire. Tu as introduit la notion d'estime de soi et même de bonheur. Ouais. Et lorsque j'ai fait le PRAT 1 ou le PRAT 2 de BMO, tu as évoqué la notion de sens que j'ai trouvé extrêmement intéressante en différenciant 4 niveaux de sens, le sens hédoniste, personnel, social et transcendantal. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette logique? Parce que je trouve que, j'en avais parlé d'ailleurs dans une newsletter, c'est quelque chose, pour le coup, qui est extrêmement porteur de sens et qui permet de comprendre pourquoi est-ce que le fait de scroller sur TikTok, par exemple, ou de manger la tablette de chocolat, ça nous donne un plaisir rapide, mais pas vraiment durable, et ça ne fonde pas notre sensation de bonheur, mais que peut-être que le fait de s'engager dans un projet qui est réellement porteur de sens pour nous et qui nous donne la sensation d'aider et de contribuer au monde et à la société, à l'inverse, peut nous permettre de trouver un bonheur durable. Le sens, c'est la façon dont on met en cohérence les éléments qui nous entourent. Et on pourrait avoir plein d'échelles d'évaluation de sens. Cette division en 4, moi je l'aime bien, dans le sens où elle est très pratico-pratique. Le sens hédoniste, c'est tout ce qui est en lien avec le plaisir et la sécurité. Donc ça va être des états de pic, enfin ça nous crée des états de tension très en pic, très intenses, mais par contre qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Ensuite, on va avoir le sens personnel. Le sens personnel, c'est en quoi mon action me rend-elle meilleure. C'est comment est-ce que j'essaie d'être petit à petit une meilleure version de soi-même. L'intensité des états de tension va rester relativement élevée et la durabilité augmenter légèrement. Ensuite, on a le sens altruiste. Le sens altruiste, c'est en quoi mon action désintéressée, en quoi je mène une action désintéressée vis-à-vis d'autrui. Bon, désintéressé, on s'aperçoit que tout ce qu'on fait dans la vie sont des stratégies de satisfaction addictive, très personnelles. Mais en tout cas, on va dire sans attendre un retour direct de l'individu qu'on a en face de nous. Là, pour le coup, l'intensité va être moins forte, mais on va gagner encore en durabilité de production. Et enfin, le sens transcendantal, c'est en quoi je m'inscris dans un tout qui me dépasse. Et ça, là, pour le coup, le sens transcendantal, donc on peut entendre, quand on parle de transcendantal, souvent il y a le réflexe de pensée religieuse, spirituelle, mais ça va plus loin que ça. Une entreprise... être membre d'une entreprise, l'entreprise a un sens plus large que nous, et donc c'est du sens transcendantal. En quoi notre entreprise s'inscrit dans une société, c'est du sens transcendantal. Et bien là, pour le coup, les états de tension vont pas être très élevés, mais par contre extrêmement durables. Alors ce que j'aime bien faire, moi, dans les situations, c'est de pouvoir essayer de créer à la fois l'intensité et la durabilité. Ce qui veut dire que dans un environnement, je vais essayer d'aller chercher à la fois le sens hédoniste, le sens personnel, le sens altruiste et le sens transcendantal. Ce qui veut dire que ça me permet d'aller chercher l'intensité et la durabilité. Donc être capable de penser un même environnement sous plusieurs formes de cohérence pour essayer d'avoir les 4 niveaux de sens. Et le problème, peut-être, tu vois, Sébastien Vollard, par exemple, parle très bien de cette perte de sens qui allume d'ailleurs le cortex singulaire antérieur. Mais outre le côté neurosciences, si on parle simplement de cette perte, justement, des symboles, des piliers de notre identité, d'une certaine façon, on comprend à quel point ça rend difficile le fait de se sentir heureux et épanoui. Si tu regardes la façon dont vivent certaines personnes, eh bien, malheureusement, ils n'ont plus que le sens hédoniste presque. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une mécanique addictive, plus on prend des états de tension importants, plus les états de tension vont être forts, plus la quantité de neurotransmetteurs nécessaires à maintenir un équilibre instable va être élevée. Ce qui fait que quand tu es sans arrêt dans satisfaction, plaisir en permanence, les états de tension sont hyper hauts, hyper intenses, et à la limite, les autres degrés de sens n'arriveront pas à amener cette satisfaction addictive. Bilan, tu t'enfermes. D'autant plus que ces états de satisfaction, ils demandent très peu d'efforts. Donc, tandis que d'autre côté, suivre tes passions potentiellement, donc te développer personnellement, t'engager dans des actions altruistes ou chercher un tout qui te dépasse, enfin un sens qui te dépasse en tant que personne, c'est des choses qui demandent beaucoup plus d'efforts. Donc mise en perspective, tu vois, c'est un peu comme s'il y avait une compétition entre ton canapé Netflix et Uber Eats et puis de l'autre côté le fait d'aller, je sais pas, explorer la nature. Par exemple. Mais on l'a très vite, tu sais, quand t'as peur d'une araignée, quand t'es en sens hédoniste, tu l'éclates.
problème réglé, sécurité, satisfaction immédiate, ouf, je l'ai éclaté. Sens personnel, ah mais moi j'ai quand même envie d'être quelqu'un qui respecte la nature. Donc là, il va falloir que je dépasse mes peurs, que je trouve des solutions. Ça va être plus long, plus difficile, pour pouvoir essayer de la récupérer sur une feuille ou un machin ou un balai et de la mettre dehors gentiment, sans venir trop la perturber ou sans la tuer. Et ben on voit de suite que rien que déjà avec ces 2 niveaux de sens, c'est pas le même effort. Et les intensités sont pas les mêmes. Pourtant, tu te rappelleras plus longuement et tu diras plus longuement le fait d'avoir essayé de sauver cet animal, si c'est le sens que tu veux donner à ta personne, que de l'avoir éclaté sur un mur. Et comment est-ce que tu entraînes justement un peu ces neurones inhibiteurs qui te permettent de résister à ton envie naturelle de choisir la facilité pour te rapprocher de l'homme que tu as décidé d'être, notamment de tes vertus et tes valeurs? En résistant. En fait, les voies neuronales ne se développent que quand on les active. Plus on les active régulièrement, plus elles vont être sollicitées, plus le cerveau va se dire « Ouh, attends, ça c'est un faisceau neuronal important, je vais le densifier ». Et donc, quand on densifie nos neurones inhibiteurs, alors, pour comprendre ce que c'est qu'un neurone inhibiteur, il y a des neurones, quand ils s'activent, ils vont activer la zone projetée. Il y a d'autres catégories de neurones, quand eux, ils s'activent, ils désactivent, ils inhibent, en fait, les zones projetées. Et résister, c'est ça. C'est être capable d'activer suffisamment d'inhibiteurs pour désactiver des premiers mécanismes qui se sont mis en place. En gros, le premier temps décisionnel. Eh bien, pour apprendre à les développer, il n'y a pas d'autre secret que de les activer. Et d'essayer de les activer les plus régulièrement possible et aussi longtemps qu'on peut. Faut aussi être indulgent envers soi-même. C'est pas parce qu'on les a activés une fois que ça y est, ils vont de suite désactiver les neurones activateurs de départ. Et ça prend beaucoup plus d'énergie d'inhiber que d'activer. Donc ça arrive très régulièrement que nos neurones inhibiteurs soient submergés, ils ne soient pas suffisants pour réussir à désactiver la zone projetée, et donc malgré tout, le comportement sera malgré tout déclenché. Oui, mais tout le temps où on les a activés, en réalité, on est en train de les renforcer, et donc même si on n'a pas réussi à résister jusqu'au bout, on est quand même dans une progression, invisible certes au départ, mais on est quand même dans une progression de soi. Donc c'est hyper important d'apprendre à résister. D'ailleurs, c'est le titre d'un bouquin de Olivier Houdet, Apprendre à résister, qui est un magnifique bouquin, je recommande aussi. Tu disais tout à l'heure, si 2 chemins se présentent à toi, je choisis celui que je ne connais pas. Moi, j'ai une autre phrase qui est si 2 chemins se présentent à toi, choisis le plus difficile. Donc, mes neurones inhibiteurs, j'ai l'habitude de pas mal les renforcer, et donc je pense qu'ils sont assez forts. Donc, pour moi, c'est assez facile de continuer là-dedans. Mais donc, quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez paradoxal ce que tu dis, parce que tu dis que la meilleure façon de les développer, c'est de les utiliser, mais si de base t'en as pas, c'est difficile d'y penser et de les utiliser. Donc comment est-ce que tu fais? Tu vois, t'es en train de marcher dans la rue, tu vois un papier sale par terre, tu sais que tes valeurs, ta vertu te dit que tu devrais le ramasser, le mettre à la poubelle. D'un autre côté, c'est si facile de faire comme si t'avais rien vu et de continuer ton chemin. Dans ce moment-là, quand t'as cette espèce de dualité qui pop dans ton cerveau, est-ce que t'as un petit hack pour favoriser le fait de sticker à l'homme qui deviendrait plus vertueux? Aimer, entre guillemets, mais je mets vraiment entre guillemets, aimer se faire du mal. C'est-à-dire aimer à aller à la rencontre, à l'encontre de soi au départ, pour pouvoir justement activer ces inhibiteurs. Faut aimer ça, en fait. Il y a un jeu de cartes que tu connais bien, qui est la mémorisation d'un jeu de 52 cartes. Donc c'est pas un jeu de cartes, parce que dans le jeu de cartes, il y a la notion de jeu. Là, c'est plutôt une torture de cartes. C'est ça. En fait, on prend un jeu de cartes, on les fait défiler sous les yeux, il y en a 52, et on mémorise l'ordre. Et ensuite, on doit le restituer. C'est un effort cognitif énorme. Et au départ, c'est cool. Surtout quand il y a quelqu'un qui te parle pendant que tu le fais. Non, je suis pas comme ça, voyons. Et donc, au départ, c'est plutôt cool, c'est nouveau, donc ça nous amuse, et donc c'est assez stimulant. Oui, mais quand ça fait des mois et des mois et des mois qu'on le fait, ça perd complètement son caractère nouveau. Et donc, ça devient super aversif. Et justement, en fait, c'est d'apprendre à aimer cette part aversive. C'est de savoir qu'au moment où on fait ça, c'est justement là qu'on est dans le bon état, dans les bonnes conditions pour progresser. Et c'est de se concentrer sur le fait qu'à ce moment-là, on est en train de progresser. J'imagine que tu le vis aussi sur l'ultra-trail. Oui, ou même tout simplement sur les douches froides le matin. Les douches froides le matin, voilà. L'avantage, c'est que c'est une petite décision, mais qui nécessite à chaque fois l'activation justement de tes neurones inhibiteurs et qui catalyse toutes les autres actions que tu feras dans ta journée. Parce que là, tu dis à ton cerveau, OK, c'est moi qui décide. C'est exactement ça. Mais commencer à être cool. Faut commencer avec des trucs cool. Faut juste aller chercher cet état de tension. C'est pas tant ce qu'on réalise qui va être important, c'est à quel point ça nous met en aversion et ça nous oblige à forcer le mouvement. Mais ça peut être un truc tout bête. Tout Arrêtez d'aspirer les araignées.
Par exemple, exactement. Arrêtez de se dire « Ah, mon Dieu, j'aime pas ça ». Ça peut paraître anecdotique, mais encore une fois, c'est juste par rapport au nombre de fois où on va activer ces faisceaux neuronaux. Ouais, même un truc tout con, tu vois, tu prends ta plaquette de chocolat, t'avais décidé de manger que 2 carreaux, et ben tu te limites à tes 2 carreaux. Souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas manger tes 2 carreaux, et puis après, tu auras encore envie, donc tu vas en manger 2 de plus, quoi. Et puis tu vas trouver une bonne raison. Ça va, c'est pas 2 de Oui, plus. Et ça, on est quand même super fort. Ça vient d'où, d'ailleurs, cette capacité du cerveau à être aussi créatif dans le fait de trouver des excuses pour ne pas faire ce que tu avais décidé de faire? Justement, parce qu'on vit dans l'illusion du réel. En fait, demandez-vous à chaque fois si la raison que vous trouvez à quelque chose est vraiment le facteur qui vous a mis en mouvement. Et vous verrez que dans 99% des cas, non. Bien sûr que non. C'est juste une illusion. Et cette illusion est construite pour donner du sens à l'état de tension. Pourquoi, à la base, si tu voulais faire quelque chose, on est bien d'accord que cette volonté de faire quelque chose, c'est une décision. Ouais. Cette décision, elle était déjà la résultante de cette inéquation décisionnelle. Ouais. Donc, on a posé tout à l'heure avec d'un côté les hormones cool, de l'autre côté les hormones pas cool. Je le redis pour ceux qui nous écoutent. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'après avoir pris cette décision, le cerveau revient en arrière et essaie de trouver des excuses pour nous faire aller à l'encontre de cette décision que lui-même a prise? Parce que les états de tension ont changé. Devant vous tous, je m'engage, dans l'année qui va venir, à faire un saut en parachute. Ça me fait flipper, mais devant vous, je vais le faire. Qu'est-ce que c'est, là, l'état de tension? C'est de la sérotonine. Je suis en train de fanfaronner. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effort. C'est ça. Tu vois, là, je suis sur le plancher des vaches. Par contre, si jamais je veux aller jusqu'au bout, putain, faut que je monte dans l'avion, il va falloir l'ouvrir, la porte de l'avion, là. Et là, tu sens l'état de tension inversif qui arrive plein gaz. Et là, ouais, mais en fait, ça serait quand même pas très sérieux parce que au moment de l'ouverture du parachute, il y a quand même une compression au niveau des vertèbres assez importante et ça serait quand même con que je me flingue les vertèbres, ce qui m'empêcherait de pouvoir continuer à venir participer comme ça à des podcasts. Donc sincèrement, je l'aurais bien fait, mais pour telle et telle raison, je vais pas le faire. Ouais. C'est un petit peu la même chose, tu vois, avec la douche froide où tu te dis, quand t'es assez loin de la douche, tiens, je vais le faire ce matin. Et puis au fur et à mesure que tu t'approches, je fais, j'ai un peu froid quand même. Je pense que c'est pas le bon jour et puis j'ai pas si bien dormi que ça. Vaut mieux que je le fasse demain. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il faut quand même pas trop mettre un choc à l'organisme, il faut quand même le respecter et blablabla. En fait, notre cerveau crée l'illusion en fonction des états de tension. C'est exactement pour ça, par exemple, que tu peux être sur ton vélo, t'es heureux, la vie est belle, tout va bien, etc. Tu regardes les gens, tiens, il y a des gens il y a quelqu'un qui se balade en vélo aussi devant, comme c'est agréable, etc. Tout va bien. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, t'es chargé à mort en sérotonine, en endorphine, etc. Donc t'es au top. Donc t'as une rationalisation du monde qui se fait dans ce sens-là. Puis là, d'un seul coup, en vélo, t'as une bagnole qui t'a passé à côté, qui t'a déstabilisé, t'as failli passer dans le décor, la noradrénaline monte plein gaz. Réaction qui donne le meilleur de soi-même. Oh putain, faites gaffe quoi, merde. Putain, qu'est-ce que les gens sont cons, sans déconner, à se demander où ils ont le permis là. Puis c'est comme l'autre là, à vélo là, il peut pas avancer un peu quand même. Il y a 10 secondes, le mec qui était à vélo, c'était un truc super agréable, une balade, profiter de la vie. Et puis là, tes états de tension ont changé et ton cerveau va rationaliser le monde de façon différente. Il va lui donner un autre sens, une autre illusion. Et si jamais cet état de tension, tu le reboucles dans ta tête, tu vas continuer à produire noradrénaline, cortisol plein gaz. Et donc, plus ça va aller, plus tu vas commencer à avoir des choses qui sont agaçantes, irritantes. Plus elles sont agaçantes, plus elles sont irritantes. Plus la noradrénaline et le cortisol continuent à monter en concentration. Donc, plus ta illusion et ta rationalisation vont se noircir, etc., etc., etc. Et donc là, ça nous remet complètement dans la logique de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, on l'a dit au tout début de podcast, elle est d'abord liée aux ressources physiologiques. Moi, je te partageais le fait que mon sommeil, c'est la chose la plus importante pour moi, parce que je sais que je ne suis pas capable d'être le père que j'ai choisi d'être si je suis fatigué. Et que cette maîtrise de moi, alors même que j'ai 30 ans et que ma fille a 4 ans, est très difficile si je suis déjà dans un état de tension lié au fait du manque de ressources. Bon, ça, c'est un premier point. Maintenant, si on laisse de ce côté l'optimisation des ressources physiologiques, on s'intéresse simplement à nos états internes, comment est-ce que j'augmente ma maîtrise de moi, que ce soit dans le contexte de la parentalité, que ce soit dans le contexte d'une discussion difficile avec un collaborateur, avec un partenaire ou autre, ou encore que ce soit dans le contexte d'une présentation, peut-être la première conférence, je suis hyper stressé, il y a 600 personnes, j'en ai jamais fait, je mets en plus je polarise les résultats, c'est-à-dire si j'y arrive pas, je suis une merde, si j'y arrive, je serai adoubé, mais il y a beaucoup de chances que je sois une merde parce que j'ai peur et je suis stressé, et donc ça augmente à mon angoisse. Dans tous ces états, au final, ces états de tension, comment est-ce que je développe ma maîtrise de moi? Est-ce que c'est lié justement à ces neurones inhibiteurs? Pas vraiment. Alors, pas à ce moment-là.
En revanche, ce que tu peux faire, il y a une phrase comme pareil, moi j'aime bien, il y a des phrases comme ça que j'ai gravées en tête. Qui maîtrise son souffle, maîtrise sa vie. Et le souffle, c'est quand même un truc, quand on y réfléchit 10 secondes, c'est quand même un truc hallucinant. C'est un système qui tourne en automatique, sur lequel on peut le passer en pilotage manuel quand on veut. C'est incroyable qu'on soit capable de faire ça. On est d'ailleurs dans les espèces, les mammifères, on est très très peu à avoir cette telle maîtrise du souffle. Je me demande même si on n'est pas les seuls à avoir ce degré de contrôle volontaire sur notre souffle. Et pourquoi on a ça ? Et en fait, sincèrement, c'est une vraie question de fond dans le développement biologique. Comment ça se fait qu'on a ce contrôle du souffle ? Si ce n'est que pouvoir maîtriser nos états de tension. Parce que, regarde le cœur, il tourne en pure automatique, il va s'adapter exactement par rapport aux contraintes de l'environnement, et il nous fournit bien tout le sang qu'on a besoin et tout ce qu'il contient dans notre organisme. Donc pourquoi est-ce que c'est pas la même chose sur le cœur, sur la respiration ? Eh bien, en fait, ça l'est, du coup. Exactement. Puisque par la respiration... Par la respiration, on arrive au cœur. Exactement. En fait, la respiration, en fonction, donc on a une respiration asymétrique, et à l'inspire, on va plutôt avoir tendance à stimuler le système nerveux autonome sympathique, et à l'expire, plutôt, je dis bien plutôt, le parasympathique. Et en fait, en fonction des exercices ou des formes de respiration, on va être capable de pouvoir avoir la main sur notre système nerveux autonome, et qui est censé être autonome. En fait, la seule clé du système nerveux autonome, c'est le souffle. Et on l'a vu, la cognition, en fait, reboucle les choses. Donc, quand les gens veulent faire de la gestion de stress en passant par la cognition, c'est très difficile puisque la cognition est elle-même indexée sur nos états de tension. Donc, c'est comme si on voulait forcer une porte. En revanche, si je travaille mon souffle, que je prends bien le temps de réfléchir, de respirer, alors les états de tension s'abaissent et la cognition se réouvre. Et à ce moment-là, je peux passer par la cognition. J'interromps ce podcast pour te parler de la certification Pharos. Il s'agit d'un QR code présent sur chacun de nos steaks Pharos composés de viande et d'abats. Il permet de garantir la valeur environnementale, le bien-être animal et la densité nutritionnelle. En le scannant, tu accèdes aux analyses micronutritionnelles et profils d'acides gras oméga 3, mais aussi aux photos de l'élevage et aux engagements de l'éleveur en faveur de la biodiversité et de la séquestration carbone. Plus d'infos sur pharos.food. D'ailleurs, tu parlais du jeu tout à l'heure, de la mémorisation des cartes. Tu t'aperçois très très bien que dès lors que tu arrives sur le côté justement noradrénaline, cortisol, dans ces états de tension et d'énervement, ça coupe la cognition. C'est-à-dire que ta cognition ne fonctionne plus. Ce que tu étais capable de faire 2 minutes avant, tu n'es plus capable de le faire. Et ça, je trouve que c'est hyper évocateur parce que ça met en perspective les mauvaises décisions que tu prends lorsque tu réponds sur le coup justement de tes émotions plutôt que d'un esprit calme et apaisé. Complètement. Il faut ramener le corps à chaque fois au calme. Les états de tension focalisent l'attention. Quand tu focalises l'attention, tu vois plus la pluralité de choix. Et donc, généralement, tu fais plus un choix, de façon symbolique, tu fais plus un choix avec 10 options, tu vas en faire un choix avec 2 éléments et point barre. Et ça se trouve, dans les 10, il y avait des combinaisons beaucoup plus pertinentes à faire. Dans le jeu de cartes, c'est mon jeu assez classique, je vais déstabiliser un peu la personne pour qu'elle se plante. Comme elle se plante, elle est en colère contre elle-même. Comme elle est en colère contre elle-même, j'appuie dessus. T'es obligé de préciser que quand elle se plantait, elle devait rebattre les cartes, tout réapprendre et tout restituer une deuxième fois. Donc, c'est-à-dire que l'exercice qu'elle vient de faire, qui était quand même hyper chiant, tu disais que c'était quand même une grosse demande mentale, etc., en plus de focalisation, d'inhibition de tous les bruits environnants, etc., pour te concentrer, te focaliser, tu dois tout recommencer. Exactement. Alors, je tiens à rassurer tout le monde, on ne fait pas ça en début de parcours. Ça, c'est vraiment les fins de parcours dans la potentialisation à long terme. Mais pas potentialisation à long terme, dans la potentialisation cognitive, pardon. Mais oui, effectivement. Et donc, ça devient aversif. Comme ça devient aversif, ça crée de l'état de tension. Et là, tu peux être sûr qu'après, derrière... Tu vois, rien de m'en souvenir, ça active déjà cet état de tension. Tu vois la puissance des mémoires. Et donc, j'imagine, avec tes filles, il y a forcément des moments où, malgré ta grande volonté de la faire adhérer au cadre, en leur permettant de le comprendre, plutôt que de monter dans une escalade de violence et jusqu'à les faire obéir par la peur, eh bien, il y a des fois où juste ça marche pas. Et puis toi, tu es fatigué, tu es énervé, et puis tu n'en peux plus, etc. Comment tu fais du coup dans ces cas-là ? Tu parlais du souffle, tu arrives à te dire, OK, je réponds pas, et j'allonge l'expiration, je prends le temps de me calmer, et puis après, on en rediscutera ? Non, généralement, Non, généralement, je les jette par la fenêtre. Je les jette par la fenêtre. Elles font plus de bruit, c'est bon. C'est ça, on calcule la capacité à planer dans l'espace. Non, je déconne. Non, je vais l'attaquer par un autre axe là-dessus. Quand mes filles se mettent en opposition, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas reconnu.
elles sont en train de me dire quelque chose. Elles sont en train de vouloir affirmer quelque chose d'elles-mêmes que je n'ai pas su reconnaître. Et en fait, je défocalise ma contrariété. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ton gamin se met en opposition, c'est ta sérotonine à toi que tu regardes en disant « Wow, pourquoi elle m'écoute pas là ? On est en train de perdre du temps. Et c'est qui le père ici ? C'est qui l'autorité là ? Tu vas m'écouter. » Et donc là, en fait, tu es focalisé sur ton ego à toi. Et dès que je sens une résistance là-dessus, j'essaye de... Je dis pas que j'y arrive à tous les coups, mais j'essaye d'avoir cet automatisme de me dire, si elle se met en opposition, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas reconnu. Qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de me revendiquer de qui elle est que je n'ai pas su voir ? C'est ce matin, pour pouvoir venir te rejoindre, j'ai d'abord déposé mes filles à l'école et après j'avais le train à prendre. Et on est allé à pied à l'école, il y a 800 mètres à peu près à faire à pied. La plus grande, toute fière, tracée devant, la plus petite, tous les 20 mètres, je la retrouvais 10 mètres derrière. Elle prenait un malin plaisir à marcher tout doucement. Première fois, tu lui dis, allez hop, on y va, s'il te plaît. On traîne pas, j'ai un train après, s'il te plaît. 10 secondes après, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu le fais exprès ou quoi ? Tu sens que ça monte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que ça pop en se disant, merde, elle est en train de vouloir revendiquer quelque chose que je n'ai pas su reconnaître. Bilan, au lieu de la cartonner et d'y aller en autorité forte, tu vois, j'entends cartonner verbalement, comme ça, bien d'accord, et d'arriver vraiment par la peur, je me suis assis et je lui ai dit, qu'est-ce que t'as ? Elle m'a dit, mais ce soir, tu vas pas être là. Et j'ai envie de pouvoir passer plus de temps avec toi. Et là, c'est couteau dans le cœur, et là, tu te dis, ah putain, et dire que j'étais à 2 doigts de passer en carton par autorité pour dire, bon allez, maintenant, t'y vas, t'avances, j'en ai marre, machin, tu vois. Et en même temps, cette situation... Elle revendiquait quelque chose, en fait, que j'avais pas pris le temps de reconnaître. Et tu vois, de se poser, et du coup, je l'ai prise dans les bras sur 30 mètres, histoire qu'on a un petit moment un peu privilégié, etc., dans les bras. Et puis après, je l'ai reprise par la main, me tenait la main, et on a pu marcher tranquillement. Et puis en plus de quoi, toutes les contraintes environnementales, toutes les contraintes de temps, de temporalité, etc., c'est des choses qui sont complètement étrangères pour eux. Donc le fait que tu puisses, qu'il y ait 1 heure à respecter, que tu puisses avoir ton train après, c'est un peu comme t'es un peu en retard pour aller à l'école ou pour ton rendez-vous, machin, tu vas partir, et puis tu veux lui mettre ses chaussures, et elle veut absolument les mettre elle-même, et donc elle te fait toute une crise, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle revendique à ce moment-là ? C'est ce besoin aussi d'autonomie, de sérotonine, de montrer qu'elle est capable de le faire toute seule, tu vois. Et c'est important pour elle de te le montrer, tu vois. Et c'est parfois difficile de manager entre les deux parce que toi, t'es conscient des contraintes malgré tout extérieures et du fait que si tu rates ton train, tu l'auras raté, quoi. C'est ça. Et puis dans les faits, en plus, je suis arrivé avec 40 minutes d'avance sur mon train finalement. Tu vois, okay. À force d'avoir mis de la pression partout dans le temps, je suis arrivé avec un temps de ouf. Et donc, voilà, tu vois, mais le réflexe, il est là pour moi. C'est de se dire, waouh, quand il y a une opposition, quand quelque chose, une personne résiste, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas reconnu. Et c'est là qu'il faut réussir à être suffisamment fin pour comprendre ce que la personne est en train de revendiquer d'elle-même et qu'on n'a pas su voir. Et alors, puisqu'on parle des enfants, tu m'avais confié la dernière fois que tes filles, c'était tes petits rats de laboratoire, que tu t'amusais à faire des expériences sur elles. Alors du coup, j'ai fait la même chose avec les miennes, et notamment avec des petits morceaux de chocolat. Et donc, elles choisissaient un sablier. Et elle devait attendre que le sablier soit terminé pour le manger. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que pourtant, le chocolat, moi, tu sais, je leur donne pas de sucre, pas de biscuits, etc. Donc, le chocolat à 90%, c'est la friandise de plus haut niveau pour elle, quoi. Le truc qu'elle adore, quoi. Surtout à l'époque où elle était pas encore à l'école. Et en réalité, j'étais assez surpris de m'apercevoir que finalement, elle s'est prise au jeu. Et les fois où j'oubliais le sablier, elle disait « Papa, j'ai pas choisi le sablier », tu vois. Et donc, au final, on en revient d'ailleurs à ces états de tension. La volonté de manger le chocolat était plutôt liée à la dopamine, mais la fierté d'avoir réussi à attendre et de lire que j'étais fier d'elle justement dans mes yeux, eh bien, répondait à sa sérotonine. Et au final, sa sérotonine était beaucoup plus forte que sa dopamine. Donc, elle préférait attendre. Donc, les sabliers faisaient 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 3 minutes. Et il y en avait un rouge, 10 minutes, qu'elle choisissait parfois. Mais moi, à la fin, je l'ai enlevé parce que j'avais pas envie d'attendre 10 minutes devant le bout de chocolat que le truc se termine, quoi. Donc voilà une petite anecdote. Donc, qu'est-ce que t'as fait, toi, avec tes filles récemment ? Récemment, il a fallu que je revoie un peu mes stratégies parce qu'elles grandissent maintenant. Donc, elles sont à 6 et 9 ans et elles sont surentraînées sur mes anciennes stratégies. Typiquement, si je leur promets un truc qu'elles souhaitent énormément et que je leur dis, mais par contre, vous devez attendre 5 minutes. Maintenant, elles me font OK, et ça sera dans combien de temps ? OK, ça marche. Et elle appelle sa sœur, elles vont jouer. Donc, elles défocalisent l'attention. Elles vont jouer.
Ça fait 5 minutes? Non? Bon, ok, j'attends. Ça va, au moins tu dis qu'elles sont malignes. Oui, voilà, c'est bien joué. Donc, si tu veux, maintenant, elles arrivent à déjouer ça. Non, maintenant, là, ce sur quoi je les entraîne beaucoup plus, c'est sur la flexibilité cognitive, justement. C'est à apprendre à combiner de plein de façons différentes des facteurs. Ça va être de jouer avec la possibilité de penser une table, par exemple. Une table, c'est quoi? Est-ce que c'est juste un plateau avec 4 pieds? Est-ce qu'une table a nécessairement 4 pieds? Est-ce qu'on peut pas faire une table avec autre chose que 4 pieds? Si je mets une table à l'envers, est-ce que c'est toujours une table? Est-ce que si je rabats les pieds de la table, en admettant que ce soit une table pliante, c'est encore une table? Ou ça devient juste une planche? Est-ce que, tu vois, et je m'amuse à leur créer comme ça plein de jeux de représentation où on essaye de les penser différemment. Y compris dans les livres d'histoire, j'aime bien faire ça de temps en temps dans l'histoire du soir. Ça, c'est sacré, ça. Mais leur demander est-ce qu'on pourrait pas imaginer une autre fin? Ou si là, en page 4, le personnage était non pas parti à gauche, mais était parti à droite, a été parti à droite, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Tu vois, c'est de s'amuser à recomposer des réalités et de plein de façons différentes pour essayer d'amener cette flexibilité cognitive au maximum. Ouais, c'est intéressant et en même temps, cette histoire de la table, elle me fait penser à tu vois, je te parlais tout à l'heure du réductionnisme, du fait de vouloir enfermer les objets, les choses et les concepts dans des boîtes pour pouvoir en parler. En réalité, tout ça, ça sert juste à en parler entre nous, mais ça définit pas ce qu'est réellement la chose. La chose, elle existe par ailleurs. Mon frère, parfois, a passé des périodes difficiles et puis il a été voir parfois des psys, etc., qui lui ont collé des étiquettes. Et il a eu la sensation que sa personnalité se résumait à l'étiquette que lui donnait le psy, alors qu'en réalité, fondamentalement, ça changeait pas qui il était. Et d'ailleurs, toi-même qui étudies les neurosciences et le fonctionnement du cerveau, est bien placé pour savoir qu'en réalité, on en explique peut-être 1%. Pouvoir penser, résumer le fonctionnement d'un être sur une étiquette, quelle qu'elle soit, est complètement illusoire. Qui plus est, avec un test de 60 questions que tu fais en 20 minutes dans un cabinet de psy, quoi. On ne peut pas... Enfin, moi, je suis allergique aux étiquettes. Parce qu'en plus, il y a un facteur, c'est que quand l'individu a du mal à savoir qui il est, il a tendance, du coup, à se déterminer par l'étiquette qu'on lui donne. Et ça, c'est un piège énorme. Si tu dis à quelqu'un en permanence « Mais que t'es con, mon pauvre garçon. Mais qu'est-ce que t'es con, mon pauvre garçon ?» Et on compte le répète en permanence. « Ah, on cherche pas. C'est du con encore. C'est avec ces idées à la con. Là. » Mais que toi, t'arrives pas à trouver qui tu es vraiment. Bah, finalement, petit à petit, quitte à ne pas savoir qui on est, bah, peut-être que je vais finir par correspondre à cette étiquette du con qu'on m'a collé sur le front, si tu veux. Et donc, c'est terrible dans la liberté individuelle de chacun d'être. Je trouve ça... donc, j'ai horreur des étiquettes, sincèrement. Et c'est là où tu vois aussi que la parole, qu'on utilise si facilement, tu vois, sans forcément le conscientiser, est un réel pouvoir magique. Un pouvoir qui peut être bienfaisant, de la magie blanche, ou un pouvoir malfaisant. Tu vois, sur le coup de la colère, la maman qui rentre le soir et puis qui dit à sa fille tu chantes mal parce qu'elle chante à tue-tête et qu'elle a juste mal à la tête, bah, la fille après elle se convainc que ça, elle ose plus ouvrir la page ou chanter plus tard dans sa vie. Alors que sa mère pensait pas réellement ce qu'elle disait, simplement parce qu'elle-même peut-être avait été victime du pouvoir maléfique de la parole de son patron, qui lui-même était énervé par les stress de sa société, etc. Et puis avait réagi méchamment et n'avait pas reconnu son travail ou autre. Complètement. Donc il y a un effet systémique en plus et un cercle vicieux ou vertueux dans l'autre sens. Moi je suis convaincu que, j'en parle souvent, du petit sourire que tu fais qui a l'air de rien à la personne que tu croises dans la rue et qui potentiellement participe à illuminer sa journée. C'est ça, Smile Power, un petit coup de fil, un petit clin d'œil à Delphine Bessé qui est à fond sur le Smile Power. Le Smile Power, c'est voilà, la puissance d'un sourire. La puissance d'un sourire, c'est dingue, c'est absolument dingue. Que ce soit, effectivement, comme tu le dis, croisant quelqu'un dans la rue, en rentrant dans une boutique. Là, quand je suis descendu du train, à un moment donné, on s'est retrouvé nez à nez avec une personne. Et la personne était un peu en colère. J'ai fait un immense smile. Et en fait, ça a surpris la personne. Elle a pris un temps de recul, juste pour respirer et comprendre qu'en fait, elle s'est enfermée juste dans sa bulle et que et après je me suis amusé à me retourner 10 mètres plus loin, voir comment réagissait la personne, et là tu vois la personne avec un smile, tu dis putain cool, tu vois. Donc c'est ça, c'est tous ces petits détails là mais qui sont en cascade, en conséquence, et les mots créent dans notre cerveau des cascades terribles. Et j'ai la sensation que depuis notre dernier enregistrement il y a 4 ans, globalement l'inéquation décisionnelle elle est restée la même. Par contre la grosse évolution dans ton modèle de pensée, c'est la prévalence du facteur sérotoninergique, donc c'est-à-dire qui je suis, qui je revendique être dans les rapports sociaux. C'est-à-dire que ce soit dans la vocation d'augmenter ton pouvoir d'influence, ta crédibilité, etc., ou bien dans celui de régler des conflits
des conflits, des distances, des tensions entre les gens, souvent c'est un problème sérotoninergique, c'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment reconnu l'autre pour ce qu'il revendique être. C'est ça. Ce qu'on a travaillé depuis 4 ans, c'est vraiment l'applicabilité. C'est bien beau de savoir comment ça fonctionne, comprendre comment ça fonctionne, mais il faut qu'on soit capable d'en faire quelque chose. Chez nous, on forme des praticiens. Des praticiens, c'est des gens qui mettent en pratique. Et donc, on a énormément travaillé sur cette notion-là de capacité à mettre en pratique les choses. Et dans cette capacité, il y a effectivement, on est venu pousser encore plus loin l'opérabilité sur la sérotonine, ce qui permet aux individus d'être et de devenir. Pourquoi ? Parce que cette sérotonine, elle est omniprésente, partout, à chaque instant, pour soi et pour les autres. En fait, on cherche à être à travers tout ce qu'on dit, à travers tout ce qu'on fait, à chaque instant. Et c'est pas la revendication qui permet à l'individu d'être, c'est la reconnaissance de cette revendication. Si jamais je te dis « Tadam, c'est qui le plus beau ?» Ouais, c'est toi. Ah, merci, c'est sympa. D'habitude, personne ne me répond. C'est sympa, j'apprécie. Tu vois que si on ne te répond pas, bah, c'est pas parce que tu t'es revendiqué que Bien tu sûr. considères être. C'est parce qu'on t'a reconnu dans ce que tu revendiques qu'à ce moment-là, dans ce que tu revendiques, attention. Parce que, par exemple, si on te reconnaît pour quelque chose que tu ne revendiques pas, ça n'aura pas d'impact. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord cette revendication et l'acte de reconnaissance associé. Et on a travaillé à mort sur ces facteurs de reconnaissance. Et on a poussé l'opérabilité jusqu'à réfléchir au langage de la sérotonine. Le langage de la sérotonine, c'est le langage de la reconnaissance, de la revendication de l'autre. Donc savoir observer et comprendre ce que l'individu est en train de revendiquer de lui-même et à quelle forme de reconnaissance il va être sensible. Et ça, c'est un pouvoir de transformation incroyable. Mais vraiment incroyable, que ça soit dans les organisations, en termes business, management, commerce, RH, recrutement, patients soignants, éducatif, relations parents-enfants, enfin, on le voit partout. Et ça, c'est un game changer énorme, et on est hyper fiers de voir aujourd'hui, quand les praticiens le mettent en œuvre, la puissance de transformation que ça a en face. C'est marrant parce qu'il y a un concept un peu plus ancien qui s'appelle les 4 ou 5 langages de l'amour, je sais plus. On en parlait, oui. Et c'est mis sous la perspective de l'amour, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus lié à la sérotonine. Et dans ces langages de l'amour, il y a la qualité du temps passé ensemble, les services rendus, les cadeaux offerts. Ouais. Le toucher. Le contact physique. Ça en fait 4. Il y en a peut-être que 4, ou alors j'ai oublié le 5e. Enfin, quoi qu'il en soit, ça me fait penser un petit peu à cette perspective-là. Et donc potentiellement, si on se place dans une vie de couple, souvent, enfin, pas souvent, mais tu vois, en fait, j'ai l'impression que tu peux facilement avoir tendance à pointer les défauts de l'autre, c'est-à-dire ce qu'il a pas bien fait. Ouais, t'as pas descendu les poubelles, t'as oublié de faire ceci, t'as oublié de faire cela, en oubliant de reconnaître tout ce qui fait de bien. Donc, par exemple, t'as fait le ménage, merci, c'était bon, le repas était délicieux, machin, etc. Tu vois. Et vaut mieux aller chercher la reconnaissance de ce que l'on attend, en fait, que condamner ce qui nous déplaît. Si tu condamnes ce qui déplaît chez quelqu'un, tu vas produire en lui des états de tension inversifs et donc une mise en distance. Donc, tu pourris la qualité relationnelle. Si, en revanche, tu prends plus de temps à reconnaître l'individu et donc à créer ce lien sérotoninergique de revendication et de reconnaissance, alors les gens se rapprochent. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en quête de cette reconnaissance. Et là, tu vas pouvoir commencer à rentrer au dialogue. Je ne dis pas qu'il faut se taire ou dire amen à tout, mais il va y avoir une façon d'exprimer les choses où on commence toujours par reconnaître l'individu, et ensuite, on ne va pas condamner ce qu'il a fait, on va exprimer ce qui nous dérange. Tu vois, quelque chose qui nous gêne. En disant, je sais pas, je t'ai dit une énorme bêtise, hein, merci beaucoup pour tout le ménage, ou pour tout le rangement que tu as fait, etc. Et c'est pour ça, franchement, merci, parce que sans toi, ça serait un vrai merdier. Et par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on ne sort pas de suite les poubelles, parce qu'au niveau après de l'odeur, ça pue, par exemple, tu vois. Et donc, t'es pas en train de dire, putain, t'aurais pu descendre les poubelles quand même. Game over, parce que là, tu vas en prendre plein les dents. Mais tu vas exprimer. D'ailleurs, tu remarqueras que tu aurais pu descendre les poubelles, tu vois, c'est qui est une accusation de l'autre, c'est d'exprimer en quoi le fait que les poubelles soient là, c'est dérangeant. Pour soi, mais sans agresser l'autre. Et déjà, donc ça veut pas dire se taire en permanence, dire amen à tout, mais c'est amener
d'abord la reconnaissance pour pouvoir ensuite exprimer des choses. Et en plus, si tu lui dis, tu aurais pu descendre les poubelles. On a parlé tout à l'heure des états de tension et notamment du fait que ça ait tendance à couper la cognition. Donc, la résultante, ça va très probablement être, outre la colère, le fait que l'autre se braque. Et donc, très probablement, la discussion n'ait aucun aboutissement et que ce problème des poubelles reste récurrent, quoi. Complètement. C'est deux personnes qui vont juste se revendiquer en opposition l'un à l'autre. Et il n'y a aucun facteur de reconnaissance. Et si on applique ça à des relations, je sais pas, commerciales par exemple, voilà, ou professionnelles, l'idée, ça va être dans la conversation d'essayer de comprendre ce qui est important pour la personne, comment il essaie de se définir, qu'est-ce qu'il essaie de revendiquer en tant que personne dans son fort intérieur, de le pointer et de lui dire, de lui montrer qu'on l'a compris et de le reconnaître en tant que tel. Oui, complètement. Alors, tu parlais à l'exemple commercial. Dans les forces commerciales, regarde les argumentaires, sont toujours basés sur qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir en plus, qu'est-ce que ça va t'éviter d'avoir en moins. Il y a toujours vitamine painkiller ou vitamine, c'est-à-dire on tue quelque chose d'aversif ou alors on essaie de maximiser quelque chose de positif. Et donc on est sans arrêt dans la relation plus et moins. Mais de l'avoir. Du verbe avoir, tu vois, la possession de la chose. Alors qu'un produit qui cartonne est un produit qui ne te permet pas d'avoir en plus ou en moins, c'est un produit qui te permet d'être. Qui je suis quand je consomme ce produit-là. Et donc, pour moi, les bons vendeurs, ce sont ceux qui savent amener en quoi un produit va permettre à son acheteur d'être et de devenir. Quand tu arrives à faire ça, et puis l'objet prend une vraie valeur pour l'acheteur. C'est pas le manipuler, c'est pas feindre quelque chose, c'est de lui faire prendre conscience de quelque chose. Et c'est cette conscience-là qui va donner une valeur totalement différente. Et on le voit à l'observation, les top vendeurs, ce sont ceux qui savent utiliser ce langage de la sérotonine. Alors généralement, ils l'ont fait un peu intuitivement, parce qu'on ne le voit pas vraiment en formation. En tout cas, pas dans les formations de vente que j'ai pu voir, et j'en ai vu un paquet. Mais c'est arrivé naturellement, et c'est eux qui top performent. Ouais, donc par exemple, si tu vends des vêtements, l'idée c'est pas de mettre en avant les avantages du produit, la qualité des fibres, la durabilité, etc. Mais quel facteur identitaire est-ce que ça te permet de revendiquer en portant ces vêtements, quoi. Exactement. Et quand on dit revendiquer, c'est le simple fait de les porter. C'est pas d'être obligé d'arriver en disant « Ah, t'as vu la marque ?» ou je sais pas quoi, ou t'as vu la façon dont c'est fabriqué. Non, c'est simplement le fait de les porter. Et si tu portes ces vêtements, surtout les vêtements, c'est hyper sérotoninergique un vêtement, qui ça te permet d'être et de devenir. Si ça correspond au système de revendication de la personne, carton plein. Et en même temps, cette notion de être, elle est presque oubliée par les individus. On est beaucoup plus dans le faire que dans le être. C'est-à-dire que même la personne que tu as envie de reconnaître, elle-même n'est peut-être même pas consciente de ce qu'elle a envie d'être ou de ce qu'elle est. Oui, complètement. On conscientise rarement ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant. J'ai fait toute une série de confs là, dernièrement à la Sorbonne, où on était sur justement être, le changement, et est-ce qu'il fallait changer de cerveau ou changer de récit. Et la première question qui est arrivée, c'est quand est-ce que tu es né ? Et on a fait circuler cette question en fait dans la salle. Quand est-ce que vous êtes né ? Et au départ, on donne des dates. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un ça pop et dise est-ce que l'on n'est qu'une seule fois ? Est-ce qu'on peut renaître ? Est-ce que je suis né au moment où j'ai mes premiers souvenirs ? Est-ce que je suis né à partir du moment où j'ai commencé à sentir ? Donc finalement, est-ce que je ne suis pas né avant un travail, etc. Et en fait, il y a un discours, il y a un récit qui se construit autour de être. Mais ce récit, c'est une rationalisation. Et on rationalise ce que l'on fait, en l'occurrence. On va essayer de rationaliser ce qu'on fait en se disant, moi, je fais du sport, j'ai créé telle boîte, je suis conférencier. En fait, on essaye de rationaliser, de créer un discours du faire, basé sur des mémoires épisodiques. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, pour construire mon identité, c'est non pas le résultat de l'action, mais la qualité de l'action. Je suis patient, je suis impatient, je suis courageux, je suis lâche, je suis juste, je suis injuste, tu vois, et c'est pas tant le résultat du faire qui doit nous déterminer, c'est la façon qu'on a de faire. Et parce que le résultat va dépendre à la fois de ce que tu as fait, de la qualité de l'action que tu as mise, mais également de facteurs exogènes. Oui, bien sûr. Et donc, si tu ne dois te définir que par le résultat, tu dépends complètement des conditions aléatoires
des environnements pour déterminer qui tu es. De fait, est-ce que c'est vraiment toi? D'ailleurs, quand on sacrifie la qualité de l'action au profit du résultat, on appelle ça vendre son âme au diable. Pourquoi? Parce que comme j'en sacrifie la qualité, j'en sacrifie qui je suis. Tous les soirs, quand je me couche, je pose un regard sur ce que j'ai fait dans ma journée, et non pas par rapport au résultat de l'action, mais par rapport à la qualité que j'ai mis en œuvre de l'action. Par exemple, je sais que ce soir, quand je vais me coucher, que j'ai repensé à tout ce que j'ai fait dans la journée, je vais être fier de moi en me disant ce matin, j'ai été un père à l'écoute. J'ai été un bon père. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de l'écouter et d'avoir une qualité d'action d'écoute. En revanche, si j'ai réfléchi à avant-hier ou avant-avant-hier, oui, non, là, j'ai pris plutôt une prise de position autoritaire, oui, j'ai été un père plutôt autoritaire, quoi. Et je vais juste regarder qui j'ai été aujourd'hui. Et je vais me poser la question par rapport à ça, qui j'ai envie d'être demain. Et donc, comment est-ce que je vais essayer de mener ces qualités d'action dans ma journée de demain pour essayer d'être cette personne demain? Et l'avantage avec ça, c'est que tous les jours, on peut réécrire qui on est. Et j'aime bien cette vision de l'être. Ouais, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est vraiment porteur de sens. Et c'est vrai qu'on a ce biais du résultat, de juger la qualité de nos actions par rapport aux résultats obtenus, alors que c'est complètement absurde. Pour autant, là, si j'écoute ce que tu dis sur la qualité de l'action, elle est liée à ton système de valeurs? Complètement. Complètement. Et c'est, à mon sens, ce que l'on doit travailler et définir. Et malheureusement, c'est plus enseigné, ou très très peu aussi. On a 3000 ans d'histoire de réflexion là-dessus, ça s'appelle la philo, et sur les valeurs, et au-delà même des valeurs, les vertus. Et les valeurs, elles te sont édictées par des systèmes culturels, par des environnements. On va te dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qui est juste ou ce qui est injuste, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et ça, pour moi, c'est les valeurs. C'est édicté par un groupe. Ce que j'aime bien, c'est aller porter une réflexion et une culture sur les vertus. La vertu est ce qui sous-tend la valeur. Par exemple, ce qui est juste ou injuste, la vertu qui est associée, c'est la justice. Et j'aime pouvoir réfléchir à la notion de justice. Parce qu'avec cette réflexion de justice, je vais pouvoir définir dans ce contexte-là ce qui, moi, me semble juste ou injuste. Et donc de pouvoir poser un regard sur ce que j'ai fait et donc qui je suis. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et malheureusement, c'est très, très peu enseigné aujourd'hui. La philo, ça touche... c'est quelques heures qui vont toucher un tout petit groupe de personnes. Et pourtant, on a 3000 ans de réflexion qui valent de l'or. D'où le fait que ton livre de chevet soit Petit traité des grandes vertus. Exactement. Petit traité des grandes vertus d'André Comte-Sponville. Je le relis tous les 6 mois depuis au moins 15 ans. Écoute, Guillaume, c'était passionnant. Si on faisait si tu me proposais un petit takeaway pour nos auditeurs, 2-3 key points, des choses très pratiques qu'ils peuvent emporter avec eux et appliquer dès demain dans leur quotidien, ça serait quoi? 8 heures de sommeil, une bonne hydratation, du sport 1 jour sur 2, et une bonne nutrition. Ça, c'est le premier truc. Vraiment, de commencer par la gestion des ressources physio avec des choses simples. Et il vaut mieux que ça soit imparfait, mais global, que juste imparfait, parce que c'est un système déséquilibré. Donc ça, la base de la base de la base de la base, la gestion des ressources physiologiques, c'est la base de tout. Deuxième point, prenez le temps d'aller savoir ou d'aller à la rencontre de l'autre. Savoir qui l'autre souhaite être et devenir. Et de porter vraiment votre attention là-dessus. Ça, à mon sens, c'est le super pouvoir de demain qu'on peut appliquer dès aujourd'hui, mais ça fait une transformation énorme dans la vie. Et dernier point, demandez-vous ce soir qui vous avez été dans la journée en regardant la qualité de vos actions et demandez-vous qui vous avez envie d'être demain. Et faites ça tous les jours. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces podcasts, également dans mes newsletters, les Prat 1, 2 et puis maintenant 3 de BMO, ça a vraiment été des claques pour moi, ça a été des game changers, ça a changé ma façon d'interagir avec le monde, de voir le monde et d'interagir avec moi-même. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande très très souvent à plein de gens et je trouve que ouais, c'est vraiment une bombe, je peux pas le dire autrement. Non mais je dis pas pour te valoriser, mais parce que je le pense sincèrement. Tu penses que ton livre là, je sais pas de ce que tu racontes dedans parce que pour le coup là je l'ai pas lu. Tu penses que c'est une bonne façon de commencer? Ouais, là c'est un bouquin. Alors il est volontairement assez fin. Vous avez 168 pages, je sais plus exactement. 166 pages qui viennent
synthétiser, résumer et surtout rendre accessible toutes ces connaissances des neurosciences et des sciences cognitives pour réussir à comprendre un petit peu comment on fonctionne et que ça puisse être un fil rouge qui vous accompagne dans le temps. Donc c'est vraiment une introduction forte, mais pour aller à la rencontre de soi cette fois-ci et de mieux se connaître. Donc oui, je pense que c'est une bonne première step. Alors bien évidemment, je l'ai écrit, donc c'est induit, mais c'est aussi le feedback que m'ont fait beaucoup de lecteurs. J'ai la chance d'avoir eu beaucoup de retours depuis bientôt 2 mois. Et c'est vraiment le feedback direct qu'on me fait. Ouais, je mettrai de toute façon le lien et les références dans l'article lié. Guillaume, je te remercie pour ces 2 heures. Je sais qu'en plus, dans ton emploi du temps chaotique, c'est une vraie chance et un honneur que tu me fais d'être présent ici. Donc un grand merci à toi. Je me suis régalé comme d'habitude. Un grand merci à toi. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, de faire ces moments de partage. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Merci beaucoup.